Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue en musique dans cette deuxième partie de La mort venue du ciel. On aurait presque pu lui donner ce titre-là. C'est l'aviation, son développement, son application stratégique, politique, voire même. Nous en sommes à la deuxième partie. La première s'étendait de 1914 à 1918. Nous allons démarrer à partir de 1919. C'est un alinéa. Je ne vous présente pas Guillaume Bouilleux, mais il est là. Salutations Guillaume. Salut Guillaume. Et celui que je vous présente, bien qu'il ne soit pas pilote, mais c'est lui qui va conduire le bombardier de la connaissance, c'est Monsieur Patrick. Salutations. Salutations. Numéro 2 donc, on a vu cette nouvelle émergence suivant de très près des développements techniques, puisqu'on a préféré technique à technologique, histoire de voir un petit peu tout ce qu'il y avait avec. On a vu dans la première partie l'émergence de la reconnaissance, du réglage de tir d'artillerie, jusqu'à le développement d'une chasse, les bombardements, et puis la coopération à plus grande échelle d'une opération montée avec l'aviation, comme un espèce de point commun, de liaison entre les différents corps. 1919, le conflit s'apaise. Est-ce que les découvertes technologiques, est-ce que les conceptualisations vont aller bon train dans cette période-là? Exactement, à partir de 1919. Alors, simplement un rappel, parce qu'on a toujours cette tendance, et je pense qu'il est juste de le rappeler, la guerre ne se termine pas le 11 novembre 1918. Il y a plein de régions européennes ou non européennes où les combats, pour des raisons ou d'autres, liés aux transformations des frontières. Reprenons le problème de la Turquie, qui n'accepte pas les conséquences des traités. Ça s'arrête en 1923. Les Français sont encore engagés contre les bolcheviks, et ce n'est pas les seuls. Donc on est dans une situation où on continue à être dans une ambiance guerrière. Ensuite, ce n'est pas une paix de 1918 à 1939. Pour les Japonais, la Seconde Guerre mondiale, elle ne commence pas en 1941. Elle commence avec la Chine et on est au début des années 30. Donc en fait, lorsqu'on parle du phénomène guerrier entre les deux grandes guerres mondiales, il y a des terrains d'exercice, ça s'appelle la guerre d'Espagne. Il y a d'autres terrains où on continue à exercer la puissance aérienne, la guerre du Rif pour la France, où on est face à une guerre dite de pacification, en fait une guerre la poursuite de la pacification dans le cadre de la politique coloniale française. On a inventé le char, on a inventé les gaz, on a inventé les avions. On a beau plus être en face d'une armée constituée, on va employer, avec les mêmes officiers généraux et les mêmes troupes, les gaz, les chars et les avions. Donc après, il y a toujours un petit terrain ou deux d'expérimentation. Exactement. Comme ça, voilà, ironiquement, c'est comme ça, et ça nous ramène à, de temps en temps, dans des périodes plus proches de nous, on n'est pas loin de ça non plus. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors juste, parce que là c'est vrai que Patrick faisait justement le lien avec la première émission, l'objet de cette deuxième émission, c'est, puisqu'on couvre une période assez importante, donc 1919-1945, ça va être de montrer comment l'avion, l'aérien devient déjà une puissance industrielle. Parce qu'il y a quand même ça, c'est un élément, avec un élément principal qui est bien évidemment le fait que même si au début c'est militaire, ça va rapidement devenir commercial, donc au bénéfice des civils. Premier point. Deuxième chose, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir comment les concepts et les pensées de la Première Guerre mondiale vont donner naissance à des réflexions majeures qui vont devenir en fait après des stratégies qui vont être appliquées durant notamment le second conflit mondial. La conceptualisation. Oui, cette application, mais cette pensée stratégique. Alors, pas forcément d'ailleurs à bon escient, parce que c'est toujours la même chose. C'est là, on parle de choses qu'on a vécues, qu'on va appliquer par la suite, mais dans des contextes politiques ici qui sont différents. Et surtout à une échelle, en revanche, bien différente, fruit justement de la montée en puissance de cet outil industriel, notamment aux États-Unis, puisque les États-Unis sont les normes en fait
usine à matériel du second conflit mondial. Hein. Les Russes, bien évidemment, ont fabriqué beaucoup de chars, mais pourquoi? Parce qu'en fait, les Américains leur ont livré autant de camions. Les Américains ont fabriqué des bateaux, enfin, c'est quand même aux États-Unis que ça se passe, et c'est les États-Unis qui se donnent les moyens d'appliquer ces théories et ces réflexions donc, qui ont été menées par notamment les acteurs du premier conflit mondial. Et ça, c'est évidemment ce que l'on va voir à ce moment-là. Donc c'est vraiment une période, on va dire, de maturation et d'aboutissement de ce qui a été généré 20 ans plus tôt, à travers, heureusement quand même, des actions, on va dire, moins belliqueuses, et qui vont, mais qui auront les mêmes ressorts, puisque lorsque l'on va parler, en effet, notamment de la création d'Air France, des pionniers de l'aviation, l'aéropostale, ce sont des anciens pilotes militaires. Ce sont les personnes qui, pour certains, hein, ont poursuivi cette aventure, parce qu'ils étaient déjà, en fait, aussi dans cet état d'esprit, et il fallait aussi être assez courageux pour tenter certaines traversées au long cours, comme d'ailleurs après bon, les records qui suivront, notamment sur la traversée de l'Atlantique. Donc c'est vraiment une continuation avec l'aboutissement d'une pensée, puisque le thème, je le rappelle, hein, de cet alinéa, c'est quelle est justement la pensée globale, la pensée, on va dire, stratégique de l'arme aérienne. De l'arme aérienne. On a beaucoup parlé dans la première émission, j'allais dire, des puissance européenne, est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut le dire? On a vu les avions allemands, français, anglais, etc. Et là, Guillaume fait le lien directement avec outre-Atlantique, les États-Unis. Ça y est, on se fait piquer le marché. Pas immédiatement. C'est-à-dire que si on est en 1919, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Et il y a deux logiques. Alors, si on va aller vite sur 39 avec les États-Unis. En 19, on a construit une énorme industrie de guerre, généralement, donc aéronautique liée à la guerre. À partir des moyens aéronautiques, on va développer des applications civiles. Simplement, le marché n'est pas le même. Vous perdez dans le civil, heureusement pour les passagers, vous ne perdez pas 1000 avions ou 2000 avions en 6 mois. En 6 mois. Donc pas autant de moteurs, etc. Donc obligatoirement, toute cette industrie de guerre va passer en industrie de paix. Donc immédiatement aussi, ça veut dire que d'importante qu'elle est, elle va l'être moins. Deuxième chose, on se dit, c'est la dernière guerre, on est dans l'idée de la guerre des guerres. Donc on ne va pas commencer à y développer sur la base de déjà ce qu'on a construit en 18-19, ce qu'on a à disposition. On ne va pas commencer à penser à préparer la prochaine guerre, ce n'est pas dans l'esprit du temps. Donc on va rester avec ce que l'on a, et c'est suffisant pour faire ce que l'on imagine avoir à faire. Après les États-Unis, alors eux, ils repassent en armée de temps de paix, clairement. Et donc l'aéronautique, c'est pareil. Par contre, eux, vu l'importance du pays, du continent, très vite, ils voient que l'aéronautique est liée à leur mode de vie, est liée aux distances qu'ils ont à couvrir, comme les Soviétiques. Les Soviétiques vont développer aussi une industrie qui est souvent moquée, mais à tort. Dès ce moment-là, l'industrie soviétique produit des choses très intéressantes. Et il y a des ratages, il y a les mauvais côtés de l'économie planifiée, mais quand même, il y a de très bons ingénieurs. Parce que les Russes sont de très bons mathématiciens. On va le voir pour l'espace après, c'est pareil. Après, vous avez le Japon. Le Japon commence à se dire, tiens, porte-avions, etc. Donc vous avez une industrie japonaise qui commence à prendre. Donc en 19, c'est clair, les grands pays, c'est plus l'Allemagne. Anthony Fokker est retourné en Hollande. L'Allemagne, on lui a interdit de faire de l'avion militaire. Donc l'Allemagne crée Lufthansa. Ça démarre. Ça démarre. Alors, question des pilotes. Comme on a aussi, par exemple, la RAF, créée, donc, je rappelle, en avril 18. La première grande armée de l'air. Elle passe quasiment de 280 escadrons en temps de paix à environ 28. À un moment, c'est prévu. Donc, ça veut dire que tous ces pilotes... il faut bien qu'ils bossent. Voilà. Eux, ils adorent voler. Ils vont faire quoi? Ils vont faire du spectacle. Alors, aux États-Unis, c'est même les pilotes allemands, comme Ernst Udet, font de la course aux pylônes. Ça continue, la course aux pylônes. Je vous recommande de regarder ça. On voit ça sur certaines chaînes sportives. C'est impressionnant. La course aux pylônes. Il y en a d'autres qui font du saut en parachute. Il y en a d'autres qui font le tour des villages américains pour faire des baptêmes de l'air. Et il y en a d'autres, ils vont aller dans l'aviation de transport. Alors, par exemple, vous avez un as allemand qui est as de la Première Guerre mondiale et qui est as de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Theo Osterkamp.
Et lui, bah, il est dans l'hydravion d'un bâtiment civil, il fait des petits tours en l'air pour le bateau, pour de grands luxes, pour ça. Et puis vous en avez d'autres. Il y a aussi ceux, alors c'est Saint-Exupéry par exemple. Saint-Exupéry, il arrive trop tard pour faire la guerre. Mais il commence déjà à être formé en tant que pilote. Alors, d'après les récits, pas si bon pilote que ça. Il était meilleur écrivain que pilote. Mais Il manque encore un qui tombe. non, c'est pas un qui tombe, parce que tout D'accord. le monde le... Je veux dire, bon pilote par rapport à qui? Oui, Moi, je d'accord. pilote Oui, pas, d'accord. Oui, donc je c'est vois ce toujours- que tu veux dire. Voilà. C'est Mais relatif. C'est relatif, ok. mais il a quand même fait des choses extraordinaires que Hmm. personne n'aurait fait, ou la plupart des gens n'auraient pas fait D'accord, je au titre comprends. de l'aéropostale. Je Mais c'est comprends. pas le LAS. LAS, ouais. Donc voilà, on a tout un réseau qui s'est créé, un besoin militaire qui n'existe plus, et on se rend compte que bah, l'aéropostale, ça a commencé avant la Première Guerre mondiale. Il y a déjà eu des premiers, mais là on a des avions plus puissants. Si on prend des avions comme le Handley Page que j'avais montré lors de l'émission précédente, les bombardiers, bah, ils portent 900 kg. Eh bien, on se dit c'est celui-ci. Oui. On se dit 900 kg, c'est bien. Mais si on enlève les bombes et qu'on met du Du courrier fret, ou du fret. non, le fret, on y pense Pas moins, encore. mais des Ah, passagers. d'accord. Parce que les passagers, ils payent cher, Bah oui. parce que c'est le truc de luxe. Donc, bah, on va mettre des passagers. Donc, on commence à créer les lignes aériennes, mais c'est dès 1919. Oui. Et on commence déjà à se dire, bah, on a des avions qui vont loin, etc. Et dès 19, on traverse l'Atlantique. Mais on ne traverse pas l'Atlantique comme l'a fait Lindbergh, ou comme d'autres l'ont fait, parce que Lindbergh, il a pris le bon sens, avec les vents derrière lui. Comme on le connaît maintenant, quand on fait Washington-Paris, il y a des moments où on gagne une demi-heure sur le temps de vol prévu. Pourquoi? Parce qu'on a le vent derrière. Donc les Français ont toujours essayé d'aller à New York en partant des États-Unis, ce qui ne s'est pas toujours bien passé, mais on l'a fait, nous, après Lindbergh. Lindbergh l'a fait tout seul, etc. Donc c'est 1927, etc. Mais tout le monde essaye. Donc on va aller, on a commencé par traverser la Méditerranée avant la guerre de 14. Maintenant, on va essayer de faire le tour du monde. Il y a des aviatrices qui font des choses extraordinaires, françaises, américaines. Donc maintenant, c'est développement de l'aviation commerciale à partir des moyens civils. Donc le Breguet 14, par exemple, pour ce type d'avion, il peut être transformé en autre portant. À la place des bombes, il porte un réservoir d'essence plus gros, donc il peut aller plus loin. On va développer des choses, mais dans le cadre pour construire des routes aériennes réellement. Avec les dirigeables aussi. N'oubliez Toujours pas là. le Kraft Zeppelin qui fait une ligne régulière entre la France et l'Argentine. Et Lindenburg, quand il explose à New York, New York, c'est C'est pas hyper par rare. hasard, c'est dans le cadre de la création d'une ligne commerciale. Alors par contre, il fallait être riche pour le prendre, parce que c'était tout confort. Sauf au niveau sécurité, mais là, c'est un débat. La crémation, Guillaume, était comprise. Elle était dans le comprise ticket. dans le point. Il fallait que je vienne en aide de Guillaume parce qu'en général, c'est lui qui les fait. Oh non, celle-là, Mais celle-là, j'aurais pas osé. Non, celle-là. Oh la vache. Oh la vache. C'est l'aéropostale aussi. Oui, C'est-à-dire mais c'est ça, distribution de l'aéropostale. courrier, C'est un l'aéropostale, service. mais il faut la calculer, distribution de courrier à la taille de l'Empire. C'est-à-dire c'est la distribution de courrier à la taille de l'Empire britannique et à la taille de l'Empire colonial français. L'objectif, c'est de distribuer le courrier pour aller en Afrique noire, À pour Dakar, aller à oui. Dakar, pour aller... Et après, c'est la distribution de courrier dans les pays où on a un lien. C'est l'Amérique du Sud. C'est les passages célèbres qu'on trouve justement chez Syntex, etc., sur le passage de la Cordillère des Andes, etc. Donc, c'est un moyen économique, parce que quand on dit passer le courrier, ce n'est pas simplement les lettres. Ça peut être aussi des choses qui ont une importance pour le passage d'informations économiques. Bien sûr. Donc, on développe, en fait, c'est un début, on rend la Terre plus petite. Et ça, c'est un phénomène très important de l'aéronautique. On n'est plus à une semaine de tel point, on est à 2 heures. En fait, c'est la création du monde que l'on connaît maintenant, où on se dit, C'est là où ça. Oui. dans 7 heures, je suis à New York. Est-ce que tu nous l'as dit en première émission, l'avion décolle Oui, oui, et il perd contact. oui. À partir de quand est-ce que quand l'avion décolle, il continue donc Bah, dès la le radio dès le moment où vous mettez une radio dessus. et alors ça Alors la radio, sur les avions militaires, fin des années 20, début des années 30, on a les essais. Après, dans les c'est années... quand même tard quand même alors. Mais disons que le problème, c'est, c'est des radios à lampe, il ne faut pas oublier ça. Mhm. Deux, la radio, elle pèse lourd. Donc c'est dès le moment où on a suffisamment de puissance avec les radios et puis qu'on ait fait les essais pour que les réglages et tout, c'est des choses difficiles. Ce qu'on appelle maintenant la navigabilité des appareils. Et ça, c'est 1919, c'est le début. Qu'est-ce qu'on peut intégrer dedans sans que ça ait un effet...
par exemple, vous dites une radio, donc c'est une radio filaire. Si vous commencez à produire de l'électricité statique sur un dirigeable, par exemple, ça c'est pas très bon. Si vous commencez à produire des choses comme ça, pas très loin d'un avion qui est rempli de pétrole, c'est pas très bon non plus. Tout ça, il faut trouver le juste équilibre, poids, puissance, intérêt, etc. Donc on est dans cette progression-là où on va passer d'un outil d'une certaine façon à un autre qui va entièrement changer. Et je dirais que le moment où on l'aperçoit réellement, c'est les années 1935. D'accord. Donc c'est ce que tu as alors borné. Là, il y a deux choses. L'aviation commerciale, je viens d'en parler. Oui. Donc on part de bombardiers qui deviennent des avions de transport. Et après, on va avoir l'image inverse. Par exemple, Lufthansa développe des avions de transport qui s'appellent le Junker 52, la Tenju, le Toucan qu'on a utilisé pendant la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine après. Parce qu'on le produisait en France pour les Allemands, donc on a continué après la guerre. Le Heinkel 111, dans une première version, sont des avions commerciaux qu'on va retransformer en bombardiers après. D'accord. La diplomatie aérienne, c'est quoi? On va commencer à faire des grands raids d'avions militaires, mais qui vont aller loin. Qu'est-ce que ça démontre? En dehors de l'aspect sportif, vous avez 12 avions qui partent de France et qui vont faire le tour de l'Afrique. Alors ça, c'est le côté sympa, c'est ce qu'on appelle le soft power. Et après, je vais parler un peu en anglais, malheureusement, c'est un secteur, non, c'est un secteur qui a été complètement, après la Seconde Guerre mondiale, phagocyté par les Anglais, les Américains et la langue anglaise. Vous avez le soft power, c'est vous montrer votre pouvoir, mais sans être agressif ni rien. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le show-off. C'est quoi? C'est dire j'ai 12 avions qui viennent là pour des raisons diplomatiques, pour dire bonjour, un peu comme les bateaux de guerre. C'est j'arrive, j'invite les gens. Qu'est-ce que vous démontrez? Si ça chauffe, je peux venir aussi, mais pas avec des bouteilles de champagne, mais avec des bombes. Hein. Donc ça veut dire aussi, à l'inverse, si vous avez des problèmes, moi je peux vous soutenir et arriver très vite. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc c'est de la diplomatie, c'est un instrument de diplomatie. Okay. Et là, vous avez les grands raids. Alors, c'est les grands raids civils, c'est Lindbergh, etc. Mais vous avez des grands raids militaires, c'est-à-dire vous avez 12 avions qui arrivent et 12 avions qui réussissent à faire... Mais c'est un peu comme les voyages de la patrouille de France a fait ça aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Elle a fait tout un tour des États-Unis en montrant son spectacle partout. C'est de la diplomatie, c'est aussi de la publicité. C'est de la publicité. Prenez nos avions, ils sont bons nos avions. Ouais, bon, là, en présente des Alpha Jet, ça m'étonnerait que les Américains prennent l'Alpha Jet. Parce que l'Alpha Jet, il est très bien pour ce que c'est, mais bon. Après, vous avez une troisième chose. La RAF, dès le départ, elle s'est créée. Et comme j'ai dit, l'armée de terre, la marine, on préférerait avoir nos avions. À quoi ça sert d'avoir une armée? Et là, ils développent un système qui s'appelle l'air control. Alors, l'air control, c'est quoi? C'est l'idée, il faut que je montre que je suis efficace et que je peux être très pratique. Donc on va dire, bien, alors pour tenir un empire de cette taille-là, si je veux tout contrôler, je ne vais pas avoir des terriens partout. Donc dès qu'il y a un problème, il suffira que j'envoie des avions et je vais contrôler la population par l'apparition de l'aviation. Et puis si ça ne suffit pas, l'apparition, je mets un coup. Et ça a marché avec l'Afghanistan en particulier. Déjà un terrain. Il y a eu des problèmes entre l'Inde, frontière Inde-Afghanistan. Je vous signale que le Pakistan n'était pas là encore. C'est avant l'indépendance. Donc, à un moment, les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé quelques avions au-dessus de Kaboul. Et ils ont envoyé quelques bombes et tout s'est arrêté. Ça, c'est de l'air control. C'est de dire, à n'importe quel moment, comme ça, moi, je pars de là, et même si tu es dans ton palais au milieu du pays, même à Moscou, je peux t'atteindre. Mais cette pensée, cet aspect entre intimidation, ça existe encore. Et il y a pas mal d'opérations militaires qu'on fait encore actuellement qui sont de cet ordre-là. Donc on l'invente à ce moment-là. La démonstration. La démonstration de force, en douceur, soft power, et des fois, quand la douceur ne suffit pas, on frappe. Mais... air control pour les populations, ou alors on fait une frappe. Clair, net. Dès le moment où l'adversaire n'est pas en position de résister. Oui. Sinon, on passe dans un autre type de conflit. On est dès 1919, on est dans ce type d'évolution qui va aller jusqu'en 1935. D'accord. Donc réellement, l'arme aérienne est fondamentalement aussi une arme diplomatique au même sens que la marine. Et plus que l'armée de terre qui met beaucoup plus de temps à se déplacer, etc. Quand on déplace l'armée de terre, c'est qu'on est déjà quasiment au conflit. L'armée de l'air, vous pouvez commencer à envoyer les avions.
avec les radars, etc., vous montrez bien que vous les avez envoyés. Mhm. Et au bout d'un moment, l'autre se dit, bon, allez, je n'ai pas envie. Donc, si vous avez la radio, vous appelez, vous dites, tu On reviens. discute. On discute et tu Mhm. peux dire, bon, ok, vous Mhm. avez dit oui, l'avion, il revient. Il revient. Avec d'autres forces militaires, c'est plus difficile. Tu nous disais aussi, alors juste pour qu'on Mhm. puisse entamer la deuxième période, a priori. Non, on est déjà dedans. Hein. On est dedans. Alors super. Beaucoup ont développé cette arme aérienne sur le terrain. Est-ce qu'on est maintenant passé à la conceptualisation? Exactement. Alors, les théoriciens, j'en retiens 4 principaux, ce n'est pas les seuls. Hein. Mhm. Le premier, connu, toujours édité, c'est Douhet, qui est un officier italien qui a fait la Première Guerre mondiale, qui était lié à l'aéronautique. Et donc Douhet, lui, il sort un livre, La maîtrise de l'air, dans sa traduction française, sachant que je ne parle pas bien italien, donc je vous ferai l'économie d'une prononciation très approximative. Il Matricio de Aero. Ouais, ça Non, laisse tomber. ouais. Et donc, la maîtrise de l'air, ça veut dire, lui, il part du principe, en allant jusqu'au bout de son raisonnement, c'est justement, comme on peut aller au-delà des fronts, que la Première Guerre mondiale a montré que les fronts étaient bloqués, que ça coûtait du monde, eh bien, on peut agir directement sur les centres de décision adverses, sur la population adverse, sur l'industrie, et en tirant le fil jusqu'au bout, on peut gagner. En fait, la marine et l'armée de terre, ça sert quasiment plus à rien. Ouais. On peut gagner les guerres grâce à l'aviation. C'est-à-dire, si on frappe assez fort, On a gagné. on a gagné si on détruit soit le moral de la population, soit les industries, soit les centres de décision. Il est jusqu'au boutiste ou c'est vrai? Non, c'est le C'est- résultat de sa Oui, pensée. non, mais justement, Ouais, non, mais la question Ah, est, est-ce que concrètement, Ah ben, on en pourrait parlera. en aller là? On va en parler à la fin. D'accord. Parce que justement, ce qui va se passer, c'est que peu ou prou, on va essayer de mettre ça en application. À la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. D'accord. Donc, à la limite, je dirais, On va voir. non, je vais le dire tout de suite. Ah, d'accord. Oui, on Ah oui, peut, d'accord. mais avec des moyens qu'ils ne connaissaient pas encore. Ok. Et on arrivera Alors, À la on suite. parlera aussi des résultats, parce que Ouais. ça, c'est aussi la Non, oui, question. mais je le pense Oui. qu'il le peut par rapport à un phénomène technologique. Par Mhm. contre, là, vraiment technologique, Là, que lui ne connaissait pas. D'accord. Ok. Donc lui, ça continue à être un des fondements de la pensée de l'emploi de la puissance. J'aime pas parler de stratégie aérienne. Je ne vais pas développer ici, ça serait trop long. De la pensée de l'emploi de la puissance aérienne, ça, il reste un des fondements. Donc si vous voulez comprendre un des fondements de la pensée de la puissance aérienne, il faut lire Douhet. En sachant que Douhet est excessif, qu'il est marqué, il a écrit en 1921. Donc c'est pas avec les moyens d'aujourd'hui. Donc, deuxième, Billy Mitchell, dont on a parlé pour la bataille de Saint-Mihiel, Tout à fait. bah, lui, c'est un peu l'avocat de la puissance aérienne. Et ça va carrément aller jusqu'à se terminer par un procès où il va être dégradé, il va devoir se retirer de l'armée, etc. L'opposition en est à ce point-là par rapport aux politiques, à l'armée de terre, etc. Aux États-Unis, l'armée de l'air n'existe que depuis 1947. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle l'armée de l'air américaine, c'est l'US Army Air Force. C'est les puissances aériennes de l'armée. Donc c'est l'armée de terre. Et ils portent des uniformes de l'armée de terre. Ouais. Donc Mitchell, il revient avec son expérience de la Première Guerre mondiale, etc. C'est pas vraiment un théoricien comme Douhet. Il n'a pas écrit une œuvre du même type. Par contre, lui, il fait des conférences, etc. Bon. Donc il fait déjà un premier coup d'éclat. Il travaille avec la marine et il coule un ancien cuirassé allemand qui servait de cible, Ostfriedland, et un cuirassé américain ancien, à coups de bombe. Alors qu'on est dans la période où le bâtiment principal des marines, c'est le cuirassé. Donc déjà, là, c'est clair, il s'est mis les marins à dos. Mais il a dit, mais je vous ai démontré que moi, au lieu d'opposer deux cuirassés à des millions, voire à l'époque, ce qui correspondrait à des milliards l'un contre l'autre, moi, avec la puissance aérienne, je coule un bateau de ce niveau-là. Alors, il l'a fait. D'un autre côté, les marins, assez justement, mais c'est à chaque fois, pour démontrer les choses, pour être précurseur, on exagère. Et quand on exagère, eh ben, on va un peu trop loin, on se prend le retour de flamme, et on est toujours sur des bases un peu. Donc il a visé des bateaux qui n'étaient pas équipés d'équipage, donc des bateaux qui ne pouvaient pas se défendre. De toute façon, ils n'allaient pas faire un exercice en essayant de descendre les avions en guerre. Deuxième chose, surtout qu'ils n'avaient pas prévu qu'ils arriveraient. Et deuxième chose, c'était des bateaux immobiles. Alors les marins ont dit, c'est bien ton truc, mais faudra nous démontrer ça peut pas marcher parce que en fait, dans une situation de guerre, ça marcherait pas. Donc,
Procès. Procès. Alors, procès, c'est pourquoi? Parce qu'il y a eu un accident avec un dirigeable. Mitchell, je pense, n'avait pas un caractère très... hein. Donc Mitchell a commencé à dire que c'était la faute du gouvernement, que c'était un acte de traîtrise. Alors quand on est officier général et qu'on dit que votre gouvernement, vos supérieurs sont des traîtres, ça se termine en insubordination, procès. Mais il a utilisé le procès pour Argumenter. Pour se servir et pour défendre l'idée de la puissance aérienne. Alors je recommande quelque chose, un film introuvable, mais essayez. Il y a un film qui a été tourné par les Américains après sur le procès lui-même. Et si je ne me trompe pas, c'est à vérifier, mais il me semble que l'acteur qui joue Billy Mitchell, ça doit être James Stewart. Et si je ne me trompe pas, James Stewart est général de l'armée de l'air. Ah, excellent. Et a fait des opérations. C'est pas un général de pacotille. Stewart, je ne sais pas s'il termine général. Dans tous les cas, il a fait des missions de guerre. Oui, il termine général. Il termine général. Général de brigade, et sa dernière mission de guerre, c'est le Vietnam. Oui, parce qu'en fait, il a fait des missions de guerre dans des bombardiers. Exactement. Donc il a fait, après la guerre, il a fait des films aussi de propagande qui s'appelaient SAC sur les bombardiers américains. Il y a certains films qui ne sont pas restés vraiment dans sa filmographie marquante. Sauf le film sur le procès de Billy Mitchell, mais qui date réellement, c'est un vieux film noir et blanc, etc., mais qui est intéressant. Donc aux États-Unis, on a Mitchell. En Angleterre, on a Trenchard. Trenchard, c'est le premier Air Marshal, même, premier chef d'état-major de la RAF. Et lui a fait la guerre aussi, ancien officier de l'armée de terre, etc. Et lui, il est promoteur un peu comme Douai, mais sans écrire un livre de théorie comme Douai, du bombardement stratégique. Donc lui, déjà, la RAF, elle est en plein dans le bombardement stratégique, ce qu'on va retrouver dans la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et il y en a encore un. Alors lui, ça m'étonne. Sherman, mais c'est pas Tecumseh. Ah. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Sherman, c'est pas Tecumseh. Donc un officier américain aussi qui meurt assez jeune de maladie, qui sort un bouquin qui s'appelle Air Warfare. Alors Warfare, on n'a pas de traduction réelle en français. C'est l'art de la guerre, c'est la conduite de la guerre, c'est la manière de faire la guerre. On n'a pas. Air Warfare en 1926. Et lui insiste sur des aspects, par exemple, un peu comme Clément Ader avant, mais plus précis, parce qu'il y a l'expérience de la Première Guerre mondiale, sur l'importance des bases aériennes. Donc on a des textes. Alors Sherman, on peut trouver son texte sur Internet en cherchant bien, à travers des textes PDF qui sont des restitutions de son ouvrage. Et n'oubliez pas, vous avez accès aux universités militaires américaines. Il y a plein de choses en libre accès, en anglais bien sûr. Oui. Mais des ouvrages, des études, etc., c'est en libre accès. Il faut bien chercher sur Internet, vous avez plein de choses. Donc, vous avez, alors j'en ai pas mis, vous avez un Allemand qui s'appelle Hans Ritter, qui fait aussi un livre du même acabit et qui va avoir une conséquence sur le développement de la théorie allemande, etc. Et tout ça, c'est dans les années 20-30. D'accord. Okay. Donc, réellement, là, on a un vrai début de corpus conceptuel qui se met en place et qui a encore, j'insiste, qui est le fondement pour beaucoup de la pensée actuelle. D'accord. On a parlé de la création de la Royal Air Force, on a parlé de celle aux États-Unis beaucoup plus tardive, 1947. Et France, par exemple, la France, c'est 1934. Alors, 34, c'est la date officielle retenue et anniversaire pour l'armée de l'air, c'est 34. C'est une question entre décrets, etc. Ça commence en 33 en fait. Ça commence parce qu'on crée un ministère de l'air. Alors simplement petit rappel de l'administration en construction administrative globale française. À l'époque, il n'y a pas un ministère de la Défense, comme il n'y en a plus maintenant. C'est pas le ministère des Armées ou le ministère de la Guerre, c'est l'armée de terre. Il y a un ministère de la Marine et il y a un ministère de l'air. Le ministère de la Marine et le ministère de l'air ne s'occupent pas que des aspects militaires, ils s'occupent des aspects militaires, mais aussi des aspects civils. Donc c'est une façon de répartir. Donc je rappelle simplement, ministre de l'air en France, c'est un certain Pierre Cotte, et son chef de cabinet, ou directeur de cabinet, je ne sais plus si c'est chef ou directeur, c'est Jean Moulin. Et deuxième aspect, parce que je vais en parler tout de suite, parce qu'on parlait des États-Unis, contrairement à une légende comme quoi on n'aurait jamais rien fait et qu'on a perdu la guerre de 40 à cause de ça, c'est l'ensemble des commandes, en partie payées, mais surtout faites par Pierre Cotte, en prévision des dangers qui sont en train d'apparaître, qui vont permettre à l'industrie américaine de se mettre en place, ce qui fait que nous,
Avant 1939, on avait commandé des P-38, qui ne s'appelaient pas encore P-38, mais on l'avait commandé. Simplement, les événements n'ont pas laissé le temps à l'industrie américaine de produire, de l'amener et que nous, on puisse s'en servir. Ah oui. Mais ça a été la base qui a permis aux Américains, en 1941, déjà d'avoir une réactif, parce qu'ils avaient des commandes d'abord françaises et anglaises en même temps, et après, c'est à partir justement de ces commandes françaises et anglaises, et pour les Anglais, ça s'est traduit dans des livraisons. Eh bien, c'est ce qui a permis aux Américains d'être plutôt bien présents en 1941, parce qu'ils avaient la capacité, mais aussi parce qu'ils avaient les bases, parce que nous, on avait fait des commandes. On est à la moitié ou presque, entre guillemets, de l'émission. Ça veut dire qu'on a débloqué, j'allais dire, le premier achievement. Les choses se sont conceptualisées. Tu disais tout à l'heure qu'on arrive presque à la date où ça réchauffe un peu. Ah bah ça réchauffe pleinement. On arrive en 36. Donc ça chauffe déjà en Orient. C'est-à-dire les événements, il y a des événements qui ont lieu entre les Japonais, qui ont une tendance expansionniste, pas une tendance, une politique expansionniste. On a une autre tendance en Espagne, où on a la guerre civile, et on a même une opposition entre les Japonais quand ils arrivent sur le fleuve Amour, quand même des combats qu'on oublie largement en 1937 entre l'Union soviétique et le Japon, qui se terminent par la défaite du Japon. Et donc, à partir du traité qui en sera fait, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'opposition entre Japon et Russie avant 1945. Donc, qu'est-ce qui se passe entre 36 et 40? C'est là où il faut... 36, où on commence à avoir, donc j'ai dit la radio. Donc ça veut dire qu'on peut avoir le contrôle, pas le contrôle, mais on peut avoir le contact avec... Alors déjà, les avions peuvent se contacter en l'air. Ah oui. Ah oui, parce que sinon c'était par signe. Donc coordination. Plus grande. Deuxième chose, on peut avoir un contact avec le sol. Alors soit avec d'autres troupes au sol, soit avec un lieu de contrôle des opérations. C'est-à-dire qu'on peut centraliser coordonner les opérations. En même temps, les Anglais, sur la base d'une découverte qui est quand même malgré tout assez ancienne, développent un système, parce qu'eux, ils ont eu les bombardements stratégiques, on a dit, à partir de 16. Donc ils vont protéger l'Angleterre, parce qu'ils savent très bien, comme ils disaient, dès le moment où Blériot a traversé la Manche, ils ont dit l'Angleterre n'est plus une île. C'était sur les journaux. C'est vrai. Oui. Donc ils développent un système de protection qui est avec des radars. Donc on en parlera pour la bataille d'Angleterre. C'est le truc central. Donc on peut diriger à partir d'un point central de commandement. Et d'où vient la notion de commandement et contrôle, le C2 actuellement. Le radar donne les informations sur la situation globale que l'on peut avoir par rapport à ce qu'on détecte. Ça veut dire qu'on peut avoir des avions en l'air, on peut déterminer d'où vient l'attaque principale, ce qu'on ne pouvait pas du tout faire avant. Il fallait avoir le maximum d'avions en l'air, etc. Et on peut même faire décoller les avions que simplement quand on en a besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin que ça use moins les avions, les pilotes, etc. Et on peut les envoyer vers la menace. Exactement ce qui s'est passé pendant la bataille d'Angleterre. Sans les radars, alors on parle toujours le Spitfire, le Hurricane, ça sans problème, c'est l'instrument nécessaire. Mais sans les radars, sans ce système de commandement et contrôle, il y a de fortes chances que les Anglais n'aient eu aucune chance de gagner la bataille d'Angleterre, vu la différence de poids des deux armées. Ils auraient eu des succès, mais ils n'auraient pas pu utiliser... Alors c'est économie des forces, n'envoyer leurs forces en les concentrant que contre le principal, concentration des efforts, économie plus concentration, et liberté d'action, ils l'avaient, parce qu'eux pouvaient décider de faire basculer des forces d'un côté vers l'autre. Donc ça signifie pas non plus forcément invasion de l'Angleterre, parce qu'après il y a aussi le fantasme du côté allemand. On gagne la bataille aérienne, après on rentre en Angleterre, mais tout va bien. D'accord. Ah oui, mais c'est pour. Non, alors là justement, là aussi, je vais faire une petite incise. Signification de la bataille d'Angleterre, je ne pense pas, et les derniers travaux ont tendance à le prouver, que les Allemands aient jamais voulu débarquer en Angleterre. Non. L'objectif, c'était en gagnant la bataille d'Angleterre, d'amener les Anglais à la table des négociations dans une bonne position.
Les Allemands n'ont jamais eu la capacité et n'avaient aucun plan Pas préalable. de prétention là-dessus. Mais de toute façon, ils ont même été surpris de battre la France aussi vite. Donc, Oui. là, non. La préparation allemande est très relative. D'accord. De toute façon, les Allemands ont préparé une vraie guerre qu'à partir de 1942-43. Donc déjà, ça les a pris de court. Donc heureusement pour nous. Oui. Sauf pour la France, où peut-être qu'en 43, par contre, on aurait eu tous les avions commandés aux États-Unis. Donc après, refaire l'histoire, c'est toujours un peu... oui, d'accord. Bon, Le mais la bataille d'Angleterre, ce Ok. qu'il faut retenir, c'est on passe d'un système où chacun est lancé, c'est le nombre d'avions, etc., à un système contrôlé du sol. Ouais, organisé. Et la décision, elle vient, à la limite, la décision de haut niveau, elle est au sol. Le stratège, celui qui va faire commander les opérations, et c'est le cas toujours maintenant, hein, c'est au sol. Et le pilote, il commence à réellement faire son travail d'officier, alors que tout le monde n'était pas officier à l'époque. Hein, C'est après, bon, pour d'autres questions, mais je ne vais pas développer là-dessus. Mais à l'époque, il y a des sous-officiers qui sont pilotes aussi. Hein. Donc, pendant la Première Guerre mondiale aussi. Il les conduit vers la zone de combat, il les conduit vers la cible, et lui devient indépendant dans le combat lui-même. Mais ce qui est avant le combat, ça se passe ailleurs. Au sol. Ouais, Ce d'accord. qui n'était pas totalement le cas avant. Avant, il n'y a pas de possibilité de le faire. Attends, je propose qu'on continue sur la bataille Oui. d'Angleterre avec les implications, puis après on Oui. reviendra sur d'autres choses. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que pendant la bataille d'Angleterre, du côté justement allemand, là on a l'application, et on va voir l'application, en effet, de l'utilisation des raids aériens massifs à différents buts. On avait parlé pendant la première émission de l'intérêt de, bien évidemment, si vous voulez éviter que des avions volent, la meilleure chose, c'est de les empêcher déjà d'atterrir et de pouvoir être réparés. La deuxième chose, c'est que si vous voulez empêcher ces avions d'être réparés ou d'avoir des munitions, vous bombardez en fait les usines de fabrication d'armement, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne. Et puis ensuite, il y a une autre, et c'est là où on revient avec, en effet, les théories, notamment de Douet, qui disait, et à un moment, c'est la bascule, mais Patrick reprendra la parole justement sur l'aspect politique et à quel moment il rentre en ligne de compte dans la bataille d'Angleterre. On va faire des raids de terreur, mais cette fois-ci à grande échelle, sur des villes. Et ça, côté allemand, en revanche, là, on va l'employer, même si, quand on parlera de la guerre d'Espagne, on reviendra sur cet aspect. Mais c'est-à-dire que justement, autant il y a un côté technique côté anglais, mais qui est aussi de se préserver, et d'utilisation, d'optimiser les outils technologiques qui sont cette fois-ci à disposition, et l'économie des forces. Autant de l'autre côté, il y a l'application déjà, je dirais, de théorie de la part en fait, des Allemands, même si... on peut considérer que l'Allemagne en tant que telle a jamais vraiment développé une vraie force de bombardement stratégique. Exactement. Alors, c'est déjà une nouvelle façon de faire la guerre. Alors, il y a deux façons. Donc, les Anglais, depuis Trenchard, ils sont dans cette vision du bombardement stratégique, mais ça revient à leur isolement dans une île. Ils n'ont pas à craindre une offensive terrestre immédiate. Alors que les Anglais, les Allemands, les Russes, eux, les Français, les Anglais, les Allemands et les Russes, les Soviétiques, eux, leur première crainte, et contrairement aux États-Unis aussi, c'est de perdre avant tout la guerre au sol, le terrain. Donc on va développer du côté français, allemand et soviétique. Il y a un moment, il faut faire des choix, on ne peut pas tout avoir, parce que ça coûte cher, tout ça, parce que ça demande de l'industrie, parce que ça demande des hommes. Eux vont faire plutôt le développement d'une aviation de soutien de l'armée de terre, qui est l'instrument principal des opérations. Les Américains et les Anglais, les Américains, on peut les considérer quasiment comme une île aussi, hein. Nonobstant, parce qu'en face... La taille. Donc, eux, la menace, elle vient de la mer, elle vient de l'air. Donc, ils vont développer réellement de la puissance aérienne, mais vue dans l'absolu. Donc, eux, ils vont aller vers le bombardement stratégique. Si on fait le choix, les Allemands, ils vont plutôt développer, dans un premier temps, selon l'expérience tirée de la Première Guerre mondiale aussi, une aviation de coopération avec... avec l'armée de terre. Il n'empêche que pendant la guerre d'Espagne, ils vont quand même faire des bombardements de terreur. Alors là, je ne suis pas un spécialiste de la guerre d'Espagne. Je pense qu'il y a une volonté de montrer ça sans développer l'ensemble des armements vers quelque chose qui est de la vraie terreur au sens douaissien. Mais en fait, tout le monde pense à peu près à la même chose, mais pas avec les gradations du même niveau, ne l'affiche pas de la même façon, mais c'est clair que politiquement, Guernica est un tournant dans l'art moderne, l'art contemporain, mais un tournant politique aussi. Mais ça nous démontre aussi une autre chose, c'est que derrière, le fait aérien, on disait c'est une arme politique, c'est encore le cas maintenant. Un bombardement mal ciblé, mal choisi politiquement peut avoir des conséquences énormes.
mais sur les gens qui sont bombardés, mais politiquement aussi. C'est l'image de Guernica reste. Si on tue des civils dans un bombardement, il y a des pays, alors ça leur pose aucun problème. Nous, puissance occidentale, Guernica est toujours en fond. Et ce sera toujours utilisé contre les gens qui utilisent le bombardement. Et c'est tout le problème de l'emploi de la puissance aérienne actuellement. C'est étonnant parce que. Donc c'est le syndrome de Guernica. Ouais, mais Oui, pourtant. mais qui est juste. Oui, qui est juste. Ouais. Berlin s'est fait bombarder. Oui, mais on était en guerre ouverte. D'accord. D'accord. Il y a un moment où on Ok. dit. Oui, d'accord. Il y a aussi, enfin, Oui, mais après. l'implication, la situation, la façon dont, et puis en réaction ou pas, importe tout autant. On ne peut pas regarder juste le bombardement, il faut voir. Oui, d'où voilà, est-ce qu'il est exactement. venu. D'accord. Exactement. ok. Et puis Berlin, comme tu le dis, vient également après une autre phase qui s'appelle le Blitz, Alors- où c'est la loi du talion. Tu me l'as fait, on va te le faire. c'est Il y a aussi, et Donc puis on- après, c'est l'aspect moral Voilà, dont on exactement. parlera aussi. Sur, finalement, face au mal absolu, a-t-on le droit de tout utiliser? Voilà, exactement. La réponse, en l'occurrence, c'est oui. Donc c'est des choses. Il y a d'autres choses. Eux ont répondu. Sur, oui. non, mais sur le syndrome de Guernica, D'accord. en effet, c'est quand on veut le coupler avec une approche politique des choses. De la- Oui. Et la puissance aérienne. ouais, voilà, surtout à ce moment-là. Et donc, la bataille d'Angleterre, il y a ce phénomène. Alors, le radar, c'est techniquement ce qui permet d'avoir un D'accord. certain avantage, Ok. alors que les Anglais ont 600 avions par rapport à 3000 environ. Mais les 600 avions, c'est les chasseurs. En face, ça se répartit moitié. Ça serait quasiment moitié-moitié, même avec un certain Chasseurs, avantage bombardiers. pour les bombardiers. D'accord. Mais les bombardiers sont des bombardiers, donc non pas prévus pour faire des longues distances et pour l'appui. Alors, les Messerschmitt 109, ils ne sont pas prévus non plus pour la longue distance. Donc, il y a des moments, ils ont, entre leur vol aller et le vol retour, ils ont environ que 10 minutes d'efficacité sur place. au-dessus du territoire anglais. Donc, 10 minutes, ça va vite. Et s'il reste plus de 10 minutes, ils n'arrivent plus à rentrer. Donc, ça, c'est des problèmes. On en est où Mais- en termes. Enfin, vas-y, Voilà. excuse-moi, finis. Mais j'allais pour demander- finir la bataille d'Angleterre, on a la première phase, comme le disait Guillaume. Première phase, les Allemands choisissent de taper la Royal Air Force. Donc, qu'est-ce qu'ils attaquent? Les bases aériennes et les stations radar. Stations radar, ils n'arrivent pas à les détruire parce que c'est difficile à détruire. Donc, on en reparlera pour le Vietnam. Après, on arrive à quelque chose qui a changé. Mais avec du classique, du bombardement classique, y compris du bombardement en piqué des Stuka, qui de toute façon sont des cibles plutôt faciles pour les Spitfire et les Hurricane, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Et là, se passe quelque chose. Il y a un bombardement qui est prévu sur les docks à Londres. C'est pas très clair. Il y a plusieurs théories d'historiens. Mais en fait, le premier bombardement sur le civil en Angleterre serait dû à une erreur de la Luftwaffe. Mais, bien sûr, les Anglais ne le savent pas. Et à la limite, bon. Donc, immédiatement, ça fait une réplique par un bombardement en Allemagne de la RAF. Et là, on a exactement ce que disait Guillaume. Comme ils l'ont fait eux, on l'a fait, on mais même légitime. si c'est par erreur, et ben du coup on tombe. Mais ça a peut-être sauvé aussi la RAF, parce que la RAF, quand elle se faisait taper dessus en priorité, les pertes étaient énormes, en pilote, etc. Même s'ils atterrissaient chez eux quand ils s'étaient parachutés, c'était monstrueux. Donc après, dès le moment où les Allemands sont passés au bombardement anticité, là, la RAF, en tant que force militaire, a respiré et a pu se concentrer sur les bombardiers, et les pertes allemandes ont été telles que les Allemands ont dit à un moment stop, on arrête. Mais la guerre aérienne au-dessus de la Manche a été continuelle, ne serait-ce que contre les caboteurs, en lien avec la marine, et il y a toujours eu une guerre aérienne jusqu'au débarquement en 1944. Est-ce que tu Donc- as quelques avis à nous présenter? Voilà. On va pas rentrer en Non, détail, non, c'est alors juste- j'ai fait le choix de vous présenter pour l'évolution simplement d'anglais et d'allemand, mais on aurait pu faire beaucoup de choses. L'anglais, donc, on part du SEA-5 en 19, on arrive au Spitfire MK1 et MK3, on passe de 220 à 570 km/h, on passe d'une altitude de 5200 mètres à Fois 10 000, et on passe de 2 mitrailleuses à 8 mitrailleuses. On Fokker RD7 Messerschmitt 109, alors le Spitfire c'est 1938, la série E et 1000 du Messerschmitt 109 c'est 1939, parce qu'il y a eu avant ABC, mais j'ai D'accord. pris le E. Là aussi on passe de 205 à 570, on passe de 6000 à 11 000 mètres, et lui il a 4 mitrailleuses ou 2 mitrailleuses et 2 canons de 20. Ça n'a plus rien à voir. Déjà, on est passé de 19 à 40, les vitesses sont plus les mêmes, les maniabilités sont pas du même ordre, c'est autre chose. Ils ont besoin de terrain d'aviation pour Non, ils C'est sont. toujours possible dans un champ à peu près c'est plat. ils ont besoin que ça soit mieux, mais quand on regarde les films de l'époque, les terrains, c'est des terrains d'herbe. Hein. C'est ça, C'est d'accord. pas, on n'a pas. Par contre, parmi les premières pistes bétonnées en France, en particulier au Bourget, par exemple, la première piste bétonnée du Bourget, c'est une piste allemande.
D'accord. Ah oui, qui date. On a plein d'installations qui nous restent. Bon. Juste, attends, sur la guerre d'Espagne, on a Oui. parlé en fait de Guernica. Est-ce qu'on considère que la guerre d'Espagne, c'est un terrain d'entraînement Oh, aussi c'est un pour terrain les d'en- aviations de transport militaire? Ah oui, alors par contre, on a c'est par déjà exemple le cas. un premier point aérien qui se fait pour permettre aux troupes de Franco, ils se De- soutenaient sur les troupes d'Afrique. Bah, les troupes coloniales. Oui, et d'Afrique, puis la Légion espagnole, ouais, voilà, qui était au Maroc. qui était au Au Maroc. nord du Maroc, Donc, espagnol. c'est les Junkers 52 de la Luftwaffe Qui les ont Qui amenés. les transporte. qui les transportent. Donc déjà, on a ça. Deuxième chose, on crée la Légion Condor, qui n'est pas qu'une légion air, parce qu'il y a des blindés, etc. Et C'est les officiers allemands et ils tournent dedans. C'est une légion composée, soi-disant, de volontaires au même titre que de l'autre côté les brigades internationales, mais qui est organisée par le pouvoir nazi. Et donc les officiers tournent pour avoir l'expérience. Et tous les officiers qui ont, style Richthofen, le cousin de Manfred, etc., tout cela, Ils sont passés par là. ils sont passés par là. Y compris certains Ars comme Mulder et compagnie. Donc ils passent par là, c'est un terrain d'entraînement, ils reviennent et on en envoie de nouveau et comme ça permet de voir comment se comporte le Henkel 111, le Stuka, etc. Et on essaye toutes les méthodes, les combats. Les Russes envoient plutôt du matériel, les Français pour des raisons politiques peu, mais c'est de l'engagement. Malraux part dans l'aviation. Malraux est à la tête d'une escadrille de combat. Mais ça, c'est des mouvements comment dire, on ne veut pas se marquer politiquement pour ne pas arriver à une statut de guerre avec. Mais Mussolini aussi envoie les Italiens, qui sont encore à l'époque une force aérienne très très importante. Et qui est très vite dépassée. Seconde Guerre mondiale, les Italiens, ils sont en retard d'une guerre, quoi, quasiment. Mais ça s'est passé en très peu de temps. Ouais. Parce que par contre, les Italiens, à la suite de Douai, ont une force aérienne très puissante. Et puis tout d'un coup, technologiquement, ils sont totalement dépassés. C'est passé. Alors juste sur 1940 pour finir, parce que c'est quand même un Ouais. sujet qui nous concerne, y a-t-il réellement deux visions opérationnelles ou stratégiques des deux armées de l'air, française et allemande, qui fait qu'il y en a une qui écrase l'autre? Y a-t-il une avancée technologique, un volume d'avions déployés de la part de l'Allemagne qui fait qu'on perd assez rapidement la maîtrise de l'air en 40? Oui, non. Alors, il y a un phénomène, alors c'est très divers. Au niveau, les deux armées, et l'armée de l'air française le dit encore maintenant, l'armée de l'air française est avant tout conçue comme pendant la Première Guerre mondiale pour appuyer les opérations au sol. Okay. Qu'on ait eu une vision stratégique de l'emploi de l'aviation, déjà, mais rien que le fait qu'en 40 on ait perdu aussi rapidement, l'aviation, je pense que même si on en avait une, elle n'aurait pas eu le temps de produire les effets, comme vont le démontrer avec des moyens nettement plus puissants, ce qui va se passer de 43 à 45 avec les Anglais et les Américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, sûrement il y a une différence. C'est-à-dire que les Allemands créent des Luftflotte, c'est vraiment des corps d'armée aériens. Il y a un commandement centralisé de l'air. Tout ce qui est, Göring disait tout ce qui est en l'air m'appartient. Donc, parce que Göring est en même temps un chef militaire mais un chef politique. Donc, il ne faut pas oublier que le Troisième Reich est un fonctionnement très féodal. Donc, Göring, c'est un des grands féodaux du Troisième Reich. Donc, et son armée quasi personnelle s'appelle la Luftwaffe. Ouais. Donc vous avez ça, mais il y a une vraie coopération avec les troupes blindées qui a été mise en œuvre. Il y a une vraie concentration, mais dans le cadre de l'opération terrestre. Donc c'est assez proche, mais en même temps, il y a des moments où la Luftwaffe réussit mieux à se concentrer parce qu'il y a un commandement aérien réellement, tandis que les moyens français sont très répartis entre les armées, comme c'était fait pendant la Première Guerre mondiale. Et ce qui s'est passé le 10 mai 40, c'est qu'en fait, l'armée de l'air française a été frappée au sol, première chose. L'offensive commence, les Allemands vont attaquer les bases françaises et détruire beaucoup de moyens au sol. Bombardement? Bombardement, mitraillage de chasseurs qui passent sur le... Bon. Okay. Donc la première chose, c'est qu'ils vont essayer d'obtenir très vite la supériorité aérienne. Quand ils ne l'obtiennent pas, parce que les avions, le problème, ce n'est pas le nombre à nouveau. On a de quoi faire. On a une infériorité numérique tout seul, mais maintenant, si on met la Royal Air Force, tout le monde ensemble, ça s'équilibre plutôt. Mais c'est vrai que les avions allemands, étant donné qu'on leur a interdit longtemps d'avoir des avions, ils ont eu des avions plus récents.
que nous, on a gardé des avions plus anciens parce qu'on n'avait pas eu cette interdiction et qu'arrivé un moment, sur certains secteurs, nos avions sont trop anciens. Après, il y a des questions de conception de chaque type d'appareil. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça voudrait reconnaissance, etc. Ensuite, le Messerschmitt 109, oui, c'est un bon avion, mais pas bon partout. Le Devoitine 520 est un très bon avion, on n'en a pas assez. Le Block 151, 152 ne sont pas des mauvais avions. En fait, la campagne de France a coûté extrêmement cher à la Luftwaffe. C'est-à-dire quasiment, on peut penser, comme le pensent certains historiens, Patrick Facon était de cet avis, la campagne de France a tellement provoqué de pertes chez les Allemands, bien qu'ils aient gagné, qu'en partie, c'est une des premières raisons de leur défaite par rapport à la RAF pendant la bataille d'Angleterre. C'est-à-dire que déjà c'est plus que c'était avant la campagne de France. Parce qu'elle est usée. Elle est déjà elle commence, usée. Non, mais usée, c'est-à-dire oui, elle commence déjà. Oui, tout à fait. La RAF a gagné grâce à nous, c'est ça qu'on dit. Non, je ne dis pas ça parce que. Non, mais là, c'est pas le débat. Le débat, c'est non. juste de voir, parce que ça, on peut appuyer un alinéa sur la campagne de France, on rentrera plus dans le détail. C'est juste de voir comment, en effet, les conceptions justement de stratégie ou la vision même en fait de l'utilisation pour le coup de l'armée aérienne a pu amener à des erreurs ou en effet à des résultats qui de toute façon ont causé la défaite. Et ça, c'est dans ce contexte. Et donc l'armée de l'air perd beaucoup, fait perdre beaucoup en face, mais avant tout, on perd au sol. C'est-à-dire qu'arrive. Alors je reviens à la notion de base qu'il ne faut pas oublier. Oui. Si on perd toutes nos bases au sol, toute notre infrastructure, parce qu'elle est prise par l'ennemi, il ne reste plus grand-chose. Alors après, il y a des historiens qui disent qu'on aurait pu continuer la guerre depuis l'Afrique du Nord, etc. Oui, pas impossible, mais refaire l'histoire, c'est pas impossible, mais on l'a pas fait. Quoi. Ça après, on va tourner. Mais la campagne de France, c'est pas la débandade. Il faut arrêter. L'armée française a perdu beaucoup de monde, s'est beaucoup battue. La RAF, il y a eu un choix des Anglais d'un peu protéger, mais à la limite à bon droit, parce que s'ils l'avaient pas fait, donc ils n'ont pas envoyé les Spitfire. Donc il y a beaucoup de choses. On a perdu en 6 semaines. On a des choix, on a la technologie qui n'était pas, les avions américains qui n'étaient pas encore arrivés, des choix organisationnels qui n'étaient pas les bons. On s'est battu. Je pense que réellement vu les pertes allemandes qui sont très très importantes, on n'est pas déshonoré. On est battu. On est battu, mais pas battu au niveau intellectuel, je pense au niveau moral aussi. Au niveau moral, on n'était pas prêt, plus à supporter, on n'était plus la France de 1914. Pour clore sur le sujet de 1940, il y a en revanche une chose que les Anglais réussissent très bien, c'est à protéger l'espace aérien au-dessus de Dunkerque. Oui, et ça c'est quelque chose. Mais ils engagent le SPIT, comme on le voit dans le film. Voilà. Et donc, mais c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a une chose aussi qui est certaine, parce qu'il y a tout un débat autour de Dunkerque. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que factuellement, l'armée allemande, pourtant la Luftwaffe, n'arrive pas à prendre le contrôle aérien au-dessus de Dunkerque. Alors même si le rembarquement se fait de nuit, quand même, essentiellement, parce que c'est plus difficile de venir bombarder et d'attaquer de nuit. Dunkerque, c'est une usine qui tourne 24 sur 24. C'est comme ça qu'on arrive à sauver plus de 300 000 soldats. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, l'Angleterre tient la dragée haute déjà à la Luftwaffe, et même s'il y a en fait combat, il n'y a pas supériorité aérienne, il n'y a pas maîtrise, ce qui fait que les rembarquements peuvent avoir lieu. Oui, mais je dirais même les Allemands ont retenu, alors c'est toute la question de l'ordre, de retenir les chars. Si, à nouveau, il y a peut-être des aspects politiques derrière, c'est de dire, je veux montrer aussi que je ne veux pas la destruction de l'Angleterre complète. On les fait rembarquer, ils perdent tout leur matériel. Et, il y a beaucoup de phénomènes intérieurs. C'est très complexe, ça demanderait, je dirais, un alinéa complet, parce que pour faire toutes les... Mais bon. Ouais. Là, donc, il nous reste 10 minutes. Ça va être court. Allez, à la suite. Alors, donc 1940. 41, 42, je vais faire un point sur la bataille du Pacifique, simplement sur une idée. Alors 41, 42, c'est aussi la Russie. Bon, la Russie, pour faire clair, les Soviétiques ont beaucoup plus d'avions, se font aussi détruire au sol, et aussi, dans une certaine mesure, sont dépassés techniquement. Mais sont aussi dépassés parce que les Allemands, là, il y en a certains, ils sont en guerre déjà depuis 1936. Donc on a des pilotes, ils ont un savoir-faire qui est largement supérieur, ils ont une technologie supérieure, d'une manière assez globale, sauf certains appareils russes qui sont excellents. Donc il y a des batailles aériennes qu'on oublie, qui sont d'une grosse Kursk, par exemple, en 1943, c'est aussi une grosse bataille aérienne. Et à chaque fois, les Allemands s'en tirent plutôt bien.
Donc, il y a un équilibre qui se crée. Mais les Allemands, d'un côté, s'en tirent plutôt bien, mais n'arrivent pas à obtenir non plus une supériorité C'est la absolue. supériorité. Parce que le théâtre est tellement gros, ils n'ont pas les moyens. Guerre du Pacifique, simplement pour dire, en dehors de Pearl Harbor. Alors déjà, première chose, Pearl Harbor, ne regardez pas le dernier film, c'est une catastrophe. Le film, c'est bien, la musique est bien, l'histoire est gentille, mais au niveau combat, il faut regarder Tora, on en reparlera. D'accord. Première chose. Deuxième chose, il faut voir la guerre du Pacifique. Alors je parle des opérations dans le Pacifique, pas ce qui se passe sur le continent chinois, pas ce qui se passe en Birmanie. Je pense qu'il faut voir cette guerre qui est toujours vue d'un point de vue maritime, du point de vue de la puissance aérienne. Je vais le faire en très court. Les porte-avions, ils servent à mettre, parce qu'il n'y a pas encore de ravitaillement en vol. Le premier ravitaillement en vol essayé, c'est 1923. Vous voyez, ça vient vite. Le premier ravitaillement en vol, c'est quelqu'un qui, avec un bidon d'essence, passe d'une aile d'un biplan sur un autre pour remplir le réservoir. En vol, hein. Bon, après, on en vient très vite à avoir un tuyau. Bon, mais il n'y a pas de ravitaillement en vol à l'époque, réellement. Ouais. Donc, il faut amener l'avion à portée d'attaquer l'endroit. Dans le Pacifique, les distances sont énormes. L'objectif, c'est quoi? C'est des sauts de puce. L'objectif des Japonais, c'est de contrôler le maximum de terrains d'aviation pour, à partir de ces terrains d'aviation, contrôler toutes les approches maritimes autour. Terrain d'aviation, il faut bien penser qu'à l'époque, le 0 a 3000 km de rayon d'action. C'est pour ça qu'il est très léger. Ce n'est pas pour faire du combat tournoyant, c'est pour pouvoir aller loin. Et pourquoi? Parce que ça lui permet, à partir des îles et des terrains d'aviation, de contrôler le maximum. Le porte-avions, il n'est pas là pour faire contrôler. Donc la politique des Américains pour réussir à attaquer le Japon, ça va être de prendre les unes après les autres les îles pour rapprocher, contrôler de plus en plus. Donc c'est une lutte comme ça. Le porte-avions permet de conduire cette lutte. Mais l'objectif en dernier, ce n'est pas la première phase est navale, mais réellement, selon moi, il faut lire ça comme des recherches de points d'appui pour appuyer la puissance aérienne basée au sol. Parce qu'après, les quadrimateurs de bombardement, vous ne les faites pas, les B-29, les B-17, B-24 ne décollent pas, ils ne rentrent pas sur un porte-avions. Les B-25 Mitchell l'ont fait. Mais bon, c'était déjà limite. Ouais, c'était limite. C'était fait exprès. Ouais, fait exprès. Bon, mais c'est un coup, c'est un raid. Là, c'est vraiment un raid style commando. C'est un coup politique. Le coup militaire, résultat militaire n'est pas énorme, mais le résultat politique est fondamental. Donc l'idée, il faut tout voir. Vous prenez la carte et vous regardez, les porte-avions permettent d'accéder, de prendre l'île, d'avoir la puissance aérienne pour conduire la bataille de conquête de l'île. La première chose qu'on fait après, c'est de construire, de solidifier une base aérienne qui a beau être bombardée, cette base aérienne. On la répare dans la nuit, ça repart. Le porte-avions, déjà, il n'est pas tout le temps à la mer, il y a un moment, il faut le réparer, et deux, ça peut couler. Ça peut couler, et les Japonais ont pas mal coulé. Bien qu'au début, les forces aériennes au sol, très spécialisées, sont absolument inefficaces contre les cibles marines. Donc là aussi, il faut savoir, c'est pas le même bombardement, c'est rien. Donc, la guerre du Pacifique, il faut la voir comme ça. Et pour moi, la guerre du Pacifique, jusqu'au moment où on arrive à Okinawa, et à Okinawa, on peut installer les pistes d'où partiront les B-29 pour bombarder et écraser 60 villes japonaises. L'objectif, c'est d'arriver là. Mais pourquoi? Pour installer des bases aériennes. Et donc, la marine, là, ne sert que dans un élément d'une campagne qu'il faut réfléchir comme une campagne aérienne. C'est un moyen. Donc, bon, c'est quelque chose à développer. Ça, c'est la guerre du Pacifique. 41-42 sur le front européen, Moyen-Orient, c'est de l'opposition. On a une fois la supériorité aérienne, elle perd parce que le meilleur chasseur revient au système de la Première Guerre mondiale. Ça. Alors, donc, on arrive à ce moment-là. Je monte, l'autre me rattrape. Le Messerschmitt 109, devient le G. Donc, on passe de 570 km/h à 623, de 11 000 à 12 000. Donc, voilà. Donc, et après, vous avez... À la même époque, le Spitfire Mk9, lui aussi, il passe de 570 à 650, de 10 300 à 11 000, il prend des canons de 20 mm avec l'aile dite B. Donc, et à chaque fois, il suffit que un des avions arrive un peu avant l'autre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le nouvel avion qui arrive, ça donne un avantage, et après l'autre sort son nouvel avion et vous perdez l'avantage. C'est exactement la même chose que la Première Guerre mondiale. Donc 41-42, on est dans ce truc-là. En termes de quantité, par contre, c'est... on a développé. On a développé, il y a beaucoup de versions spécialisées. Puis alors là, c'est la production, c'est un type, c'est 10 000, quoi.
Il y a certains avions qu'on a produits entre 20 et 30 000 exemplaires pendant toute la guerre. Ah, d'accord. C'est monstrueux. Hein. Une industrie qui s'est développée. Voilà. En plus, après, quand ça suffit pas, on produit des avions un peu plus polyvalents. Donc les Allemands, à ce moment-là, vont sortir le Focke-Wulf 190, qui lui monte moins haut que le 109, mais qui va plus vite et plus puissant armé, 4 canons de 20. Hein. Là, on passe à 2 mitrailleuses de 13. Alors la 13 mm en mitrailleuse commence déjà à être gentille. En fait, on passe de la mitrailleuse au canon en passant au-dessus de 20, à partir de 20 mm. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc 13, c'est encore de la mitrailleuse. C'est encore de la mitrailleuse, Et là, mais 4 canons de 20. 4 canons de 20, donc on voit, c'est... Des gros ouïes. Hein, Ouais, ça vaut mieux pas Ça être pique. en face, ça pique. C'est beaucoup plus solide que le Messerschmitt 109, D'accord. plus facile à piloter aussi pour des pilotes moins aguerris. Donc ils commencent à jouer sur ces deux-là. Les Anglais, ils ont le Spitfire, ils ont encore le Hurricane, ils commencent à... Là, je donne que des exemples. Il y a des centaines de types, il y a les bombardiers, les avions de reconnaissance, les avions torpilleurs, les chasseurs bimoteurs, Messerschmitt 110, Mosquito, donc on a tout. Et surtout, les Anglais cherchent à développer réellement l'avion qui va faire du bombardement stratégique, font des essais à Halifax, Manchester et tout, et arrivent surtout au Lancaster, qui du côté anglais va être l'avion de bombardement typique. Vous voyez, lui, il est à 450 km/h, donc déjà il fait 2 fois la vitesse des chasseurs de 1919. Il emporte, oui, il emporte 6 à 9 tonnes de bombes déjà, dont une bombe particulière. Alors là c'est l'exemplaire qui portait la bombe, qui a été étudié par un mathématicien anglais pour détruire les barrages sur le Rhin pour les usines de la Ruhr. Et donc la bombe, c'est une bombe, à la limite, c'est une bombe qui fait des ricochets. On lui donne un mouvement de rotation, dam buster, on lui donne un mouvement de rotation, et la bombe va sautiller sur le fleuve jusqu'au moment où elle va contacter le barrage, elle fait exploser. Mais il fallait arriver en assez basse altitude avec des gros trucs comme ça. Donc là, ils vont en construire, je crois, à mon souvenir, on va être dans des constructions de l'ordre de 10 000. Quoi. Donc là, on constitue et on voit cette lutte continuelle technologique. Après, on arrive à 43-44. Je vais vite, il nous reste peu de temps. Alors, le bombardement stratégique, on le fait réellement parce que les Américains, à ce moment-là, 41, ils mettent tout en œuvre. Donc, il y a des moyens américains qui arrivent. Les moyens américains, ils arrivent avec un bombardier américain qui est bien sûr le célèbre B-17. Ouais. Alors, le B-17, lui aussi, il est dans les ordres des 460, mais il porte nettement moins de bombes que 2 tonnes 7. Hop. Ça, c'est juste pour dire, ça y est, on a fini. Oui, mais on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini. Donc, c'est un équipage de combien? Parce qu'on voit beaucoup de postes. Une douzaine d'hommes. Là aussi, on est dans cet ordre-là. Donc, ça vole en boxe, etc. Mais les Américains pensaient à un moment que ça, justement, comme il y avait de 12 à 14 mitrailleuses de 12-7, vous faites un box, il n'y a aucun chasseur qui passe. Ouais. Ils font les premières opérations contre les usines de roulement à billes, les usines aéronautiques allemandes, et ils se prennent entre 12 et 24% de pertes par mission. Wow. Parce qu'ils ne sont pas accompagnés de chasseurs. Donc ça passe, les chasseurs passent. Ils peuvent pas, les bombardiers ne peuvent pas y aller tout seuls. Ça commence à devenir cher. Ouais. Donc on fait ce qu'on appelle l'opération Point Blank. Ça vise... Alors, juste parce que là, on a grillé une étape par rapport au bombardement stratégique. Puisqu'il faut revenir quand même un petit peu sur pourquoi organiser des bombardements stratégiques sur l'Allemagne. Oui, c'est pour. Il y a 2 objectifs principaux. Parce que là, justement, on va respecter, c'est les théories de Mitchell, c'est Douhet, et c'est surtout que là, on a la création de flottes littéralement aériennes de bombardement. Oui. Là, on dit s'il y a 10 000 bombardiers qui sont créés, c'est qu'on a des flottes en fait de bombardiers qui peuvent monter à plus de 1000 en même temps, bombardiers. Donc c'est juste monstrueux, c'est-à-dire que c'est une armée qui emploie énormément de monde, c'est une armée qui coûte extrêmement cher à constituer. Il y a un but stratégique pour faire ça. Sinon, il me paraît évident, si tu détruis toutes les usines de fabrication d'armes, de munitions, de machins, de trucs, derrière sur le front, mais c'est une pensée. Oui, mais c'est une pensée stratégique. C'est est-ce que cette armée-là est capable de gagner la guerre à elle seule? Parce qu'on estime qu'on piétine. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la maîtrise de l'air. En 1943, je rappelle quand même que les Anglais sont bloqués avec les Américains dans la partie plutôt sud de l'Italie. En 1943, bien évidemment, le débarquement, c'est encore lointain. Patrick le disait tout à l'heure, 1943, c'est Koursk, mais c'est pas encore la défaite de la Wehrmacht à l'est. C'est-à-dire que on sent bien que la guerre a sans doute basculé et que la menace dans tous les cas est contenue, mais
l'Allemagne tourne pour le coup là à plein régime et est passée en économie de guerre. Mais donc il y a une pensée stratégique autour de ça. De ce bombardement. Voilà. Donc justement, d'où les fameux. Voilà. Alors il y a deux types de pensées. Réellement, déjà, les Américains disposent d'un viseur de grande qualité. Et eux pensent à un bombardement dit de précision. C'est relatif, hein, on commence tant de kilomètres avant la cible. Les Anglais, ils ne croient pas trop, et surtout, vu les pertes, eux, c'est pour ça que vous voyez Lancaster qui est plutôt noir, se spécialise dans le bombardement de nuit, les Américains dans le bombardement de jour. Ça peut s'expliquer aussi par une chose, c'est que le Lancaster, il va à 6000 mètres, le Boeing à 17, à 10 000. Il y a le problème de la défense anti-aérienne par canon allemande qui prend énormément d'effectifs, et qui est très efficace. Donc, on arrive à ce partage des rôles. Les Anglais, à Bomber Harris, arrivent à faire des calculs sociologiques en disant on va détruire les quartiers d'habitation des ouvriers, de façon à ce que s'ils n'ont plus de quartiers d'habitation, plus de moyens de transport, ils ne vont plus travailler dans les usines, soit ils seront morts, soit ils seront en train de chercher de quoi se nourrir et se loger avec leur famille. Donc lui, ça ne l'embête pas d'aller frapper la population civile. Les Américains vont directement à l'aspect industriel, donc ils vont détruire les usines, alors donc aviation avant tout, mais aussi dans le cadre de la bataille de l'Atlantique, on va essayer de détruire les arsenaux où sont produits les sous-marins, les usines de chars, etc. Alors, il y a la grande question, c'est est-ce que ça a été réellement efficace? Parce qu'il y a eu d'énormément de pertes de civils. Il y a eu beaucoup de pertes chez les bombardiers. Les Anglais, ils ont perdu plus de 30 000 hommes pendant cette opération. Le Bomber Command, il y a un très beau mémorial à Londres, d'ailleurs, pour eux. Est-ce que ça a été efficace? Alors on peut se dire, moi je dirais, il y a une façon de voir. Contrairement à ce que dit Douai, que pouvaient penser certains commandants de ces forces, ils n'ont pas gagné la guerre à eux seuls, et ils n'auraient pas pu. De l'autre côté, vu la progression de la production allemande, malgré ça, on peut se dire, qu'est-ce que ça aurait été si on ne les avait pas embêtés? D'accord. Donc, je dirais que très clairement, et en plus, étant donné que ces bombardements ont fait que les Allemands ont dû déplacer la plus grande partie de leurs instruments de chasse pour protéger le Reich, et que deuxième chose, parce que la population vivait mal, donc il fallait que Göring dise on fait tout pour vous défendre, et deuxième chose, que la défense anti-aérienne à base d'artillerie a ponctionné des moyens énormes en hommes et en matériel, c'est des moyens qui n'étaient plus sur le front de l'Est ni sur le front de l'Ouest. Donc ça a joué son rôle. Et maintenant la grande discussion entre tout le monde, c'est oui, mais c'est grâce à nous que ça a gagné, non, vous avez été un des éléments, mais quasiment un élément mineur. C'est fondamental, parce qu'on se pose encore ce genre de questions pour la conduite actuelle. Et puis il y a un autre aspect, parce qu'il faut quand même l'aborder, c'est quand même par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé tout à l'heure des raids de terreur donc, durant en 40 et durant le Blitz. Le Blitz, c'est jusqu'à mi-41 entre les Allemands et les Anglais. Et là, c'est en effet le retour à l'envoyeur. C'est les attaques donc massives sur les cités allemandes. La première, c'est Hambourg, c'est 1943. Donc il y avait déjà subi des bombardements. Qui avait déjà subi des bombardements. Il y a un bombardement en fait, littéralement de destruction. Et en fait, avec ce qu'on appelle la création et mais en termes de pensée, c'est-à-dire de l'utilisation en fait de ce qu'on appelle les tornades de feu, qui en fait ont pour but littéralement de faire de tout détruire à l'aide en fait d'éléments pyrotechniques. Et ensuite, ça s'est renouvelé. Voilà, et ça s'est renouvelé ensuite sur la plupart des villes, y compris évidemment Berlin. Et la question, c'était justement de savoir finalement si ces raids-là, parce que là on parle de politique, ont eu l'effet escompté qui était de faire craquer la population allemande. Alors on sait que le résultat c'est non, et que au contraire ça a amené un raidissement de la part de l'outil politique nazi, d'ailleurs vis-à-vis de la population, de montrer quelle était justement la sauvagerie et la barbarie de soi-disant les démocraties, donc ce qui est quand même assez intéressant, et de l'autre côté, en plus de pouvoir continuer de clairement avoir une emprise sur la société allemande, en disant de toute façon maintenant, si on ne fait pas ça, on est voué à la destruction finale, donc d'avoir en fait une société de plus en plus coercitive. Et c'est vrai que ça fait toujours partie en fait de ces débats concernant la stratégie aérienne, parce qu'on le reverra pendant la guerre du Vietnam notamment, où on peut se poser la question de savoir si l'emploi de cette manière de la puissance aérienne est efficace. Mais en revanche, il est évident que sur la manière d'obliger la construction ou la reconstruction de l'industrie allemande et l'appareil allemand de production d'armement, le bombardement stratégique a eu des effets.
Et notamment en ayant une complexité accrue, en limitant la capacité de production, en la rendant plus complexe. Et ce qui fait que c'est certain que ça a concouru à la victoire. Oui. Deuxième aspect, au même moment, vous avez le développement de la bombardement de nuit. Comme c'est de nuit, les Allemands, le radar, ils n'étaient pas tant en retard que ça, ils connaissaient. Les Allemands ont développé leur système radar aussi. Et là, on a les débuts de la guerre électronique. Donc la guerre électronique, c'est 42-43. Hein. Donc ça veut dire que, par exemple, pour accompagner les bombardements, on a déjà des mesures pour brouiller les radars. On a déjà des gens qui parlent allemand, qui se mettent sur les radios des avions allemands pour les diriger au mauvais endroit à l'histoire du contrôle. Donc le contrôle, c'est bien, mais ça peut être dangereux. Vous avez les Allemands qui développent un radar déjà porté sur l'avion. Les chasseurs de nuit allemands avaient des radars. Mais les radars détectaient le signal du radar porté par les bombardiers anglais, radar qui était dirigé vers le sol pour voir la cible. Donc en fait, l'Allemand, il avait simplement à chercher le signal du radar qu'utilisait l'Anglais pour trouver sa cible. Il remontait le faisceau, il arrivait vers lui. Et là, il mettait en place un système assez ingénieux. C'est-à-dire que les chasseurs allemands étaient équipés d'un truc qu'on appelle la Schrägmusik, la musique de travers, la musique. Donc c'est des canons de 20 ou 30 disposés vous avez le fuselage qui est comme ça, les canons qui sont comme ça, et sans que l'Anglais s'en rende compte, arriver légèrement en dessous, et de nuit lui tirer dans le ventre. Alors s'il était plein de bombes, ça partait tout seul, et ils arrivaient, et donc ça c'est un combat qui ressemble un peu à la guerre sous-marine déjà, c'est-à-dire, et quelquefois il y a des radars allemands qui sont amenés, et les Anglais développent des chasseurs de nuit contre les chasseurs allemands, c'est les Mosquitos, etc. Et on arrive réellement au début de la guerre électronique. Donc on est passé du bois, pas de radio et tout ça, à un truc qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait maintenant. Et donc il y a cet ensemble-là. Ensuite, pour Opération Point Blanc, c'est lié à ça, et c'est un dilemme tactique. Pour pouvoir abattre les chasseurs lourds américains, les avions de chasse allemands doivent, c'est leur premier objectif. 2, il y en a certains comme les Messerschmitt 109 qui doivent s'équiper d'armements en gondole qui les rendent lourds et peu manœuvrants. Mais s'ils ne les ont pas, ils ne sont pas assez puissants pour réellement détruire ces avions. Dès le moment où les Américains se sont rendus compte que ça coûtait trop cher, ils ont dit on va faire accompagner les bombardiers par des chasseurs. Donc des P-38, des P-51, des Thunderbolt. Donc les Allemands se sont retrouvés dans un vrai dilemme. S'ils se concentrent en s'étant renforcés en armement sur les bombardiers, ils deviennent des proies faciles pour les chasseurs. Si on l'enlève. Sinon, ils ne peuvent pas contrecarrer les bombardiers. Et en fait, à partir de cette application, à partir de 1943, les Américains et les Anglais vont saigner à blanc la chasse allemande, qui ne sera plus en situation de s'opposer au débarquement de juin 1944. Pour l'opération Point Blanc, il n'y a pas eu de contre-mesure. Les Allemands n'ont pas trouvé la parade. Mais ils n'avaient pas la parade parce qu'ils n'avaient plus les moyens. C'est-à-dire là, on arrive, vu les moyens, ce que disait Guillaume, les moyens industriels des États-Unis plus de l'Empire britannique, il ne faut pas, etc. Les Allemands qui sont en même temps avec les Russes, etc. Les Allemands ne sont plus en situation. Et surtout, les Allemands n'ont pas trouvé une contre-mesure technologique qui leur permette de reprendre le dessus. Voilà. Elle va arriver plus tard. S'ils avaient eu des roquettes, par exemple, non, mais s'il y a eu des roquettes, des missiles, des missiles à la place de canons de DCA, donc qui pouvaient être guidés, là, ça aurait pu tout changer. Mais ils l'ont fait, mais bon, plus tard. Bon, c'était peut-être ça la rupture technologique. Bon, après, ça n'aurait pas empêché le reste parce que c'est dynamique. On ne peut pas extraire un endroit, une position Et donc, en fin 1944, vous avez le Spitfire qui continue. On a le MK14. Lui, il passe à 771. On est parti de 570, il a pris 200 km/h, il passe à 13 000 mètres, il a pris 3 000 mètres d'altitude, et il est encore plus puissant. Et vous avez en Focke-Wulf 190, parce que le Messerschmitt, c'est la version K, mais lui, il passe à 685, la version K environ 700, et lui, 12 000 mètres, il a pris 2 000 mètres, et très puissant, très très maniable. Donc on est dans cette situation-là en Europe. Et après, vous avez le 1945, et là, tout change. Ah, carrément. Oui. Alors là, 1945, tout change. Vous avez... Germain est en train de remonter. Il savait que nous allions aller vers un nouveau paradigme. Si on prend l'avion simplement, on passe là. On passe au Messerschmitt 262. Premier avion à réaction. Bam. Opérationnel. Oui, opérationnel, c'est ça. Voilà. Utilisé. Là, fin des hélices. Arrivée des réacteurs. Voilà, c'est fin 44 et il y a 45. On arrive à des vitesses de l'ordre de 870. En piqué,
Il arrive, mais avec les problèmes de pilotage, à dépasser la vitesse du son. Donc Mach 1, c'est Mach ça 1, hein ouais. Ouais. Et il monte à 1400, mais surtout à 870 par rapport, s'il a derrière lui, il a 150, et par rapport les bombardiers, il leur arrive dessus, il a le double de vitesse. Il est armé de 4 canons de 30, 3 obus suffisent à détruire un B-17. En moyenne, et surtout il a 24 roquettes anti-aériennes. C'est-à-dire qu'il arrive, très vite, il arrive dans la formation de boxe, il tire les roquettes, ils n'en ont pas beaucoup, heureusement pour tout le monde. Parce que Ils ont plus de pilotes. chasseurs, bombardiers, bim bam boum. Chasseurs moins, parce qu'en fait là, par contre en combat tournoyant, il est absolument nul, hein, c'est pas fait pour ça. Il est pas maniable. Mais par contre, s'il met les gaz et qu'il veut pas le combat, il dégage. Ça va. Donc l'objectif c'est plutôt les bombardiers, il peut attaquer les bombardiers qui peuvent pas s'enfuir, puis les chasseurs, alors par contre si le chasseur est en bonne position, lui il est aussi en... descend. Alors par contre, pour répondre à ta question, on les attendait sur les terrains d'aviation. C'est-à-dire au moment où il atterrissait, où il décollait, il était fragile. Vulnérable. Donc Klosterman le raconte dans ses mémoires, par exemple, dans le Grand Cirque, il les attendait à ce moment-là. Simplement, les terrains d'aviation étaient surprotégés en flak, la DCR allemande. Donc c'était un sport aussi très très risqué. Klosterman le raconte, il y a des moments où ils partent à 4, ils piquent sur le terrain, ils se retrouvent facilement à 1. Voilà. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on a décidé de ne pas employer cet avion en Europe, le B-29, et donc là on arrive à 570 km/h, donc la vitesse des chasseurs de 1940. On arrive à 9 à 10 tonnes de bombes, à 10 000 mètres d'altitude, et surtout, et là maintenant on change de paradigme, surtout c'est cet avion-là qui va porter la bombe au-dessus d'Hiroshima et Nagasaki. C'est l'avion de ce type-là. Donc l'atome. Voilà. Donc, c'est cet avion-là qui va détruire quasiment 60 villes, quasiment sans opposition japonaise, à coups de bombes au phosphore dans des fils faits en bois et en papier au Japon. Et ça, c'est avant le nucléaire. Et après, c'est lui qui va porter... Alors, le changement de paradigme, c'est pas de détruire une ville. C'est pas ça. C'est qu'avant, pour détruire une ville, il fallait sortir 500 appareils. Là, vous dites, j'ai un avion. Le bon. Et j'ai une bombe. Et je détruis une ville. C'est ça le changement de paradigme. Petite aparté, tout le monde, et ça a été l'argument des Américains pour défendre une forme nucléaire de bombardement stratégique. Ce qu'on entend classiquement, ce sont ces bombardements qui ont provoqué la capitulation du Japon. Non. Eh bien non. Ah bon? Non, parce qu'ils avaient déjà eu 60 villes détruites. Et ils n'avaient pas capitulé? Ils n'avaient pas capitulé. Donc, ils savaient ce qu'était l'atome sans savoir réellement, pas plus, mais ils connaissaient le système, ce n'est pas une surprise absolue. Néanmoins, ce qui réellement, d'après les recherches les plus récentes, qui pose problème, ça provoque des grands débats d'historiens qui vont au-delà du débat, parce qu'il y a des intérêts derrière, politiques, etc. C'est l'attaque russe en Mandchourie, par contre, et j'avais parlé des Russes avant, qui fait craquer les Japonais. Parce que les Japonais, jusqu'à ce moment-là, pouvaient dire, les Russes, grande puissance, je peux les utiliser comme go-between entre moi, les Alliés, les États-Unis et le Japon pour discuter d'une paix à venir, une paix négociée. Dès le moment où les Russes attaquent en plus en Mandchourie, j'ai le monde entier qui met dessus, donc là je ne peux plus. Ouais. Donc il y a les deux versions. Moi je pencherais pour la deuxième, c'est-à-dire que le nucléaire, il y a eu 60 villes à peu près détruites avant. Hiroshima, Tokyo rasé 3 fois. Tokyo rasé, etc. Donc Hiroshima, Nagasaki, c'est nouveau par l'arme employée, c'est pas nouveau par l'effet. L'effet moral, oui, parce que ça a été affreux. Mais les dernières recherches sur les archives japonaises auraient tendance à aller dans ce sens-là. Simplement, les Anglais eux aussi provoquent ça, mais il a pu lutter contre les V1, eux aussi. Comme les Américains, développer des avions à réaction, ce qui fait que tout le fantasme autour de la guerre aurait pu se retourner parce que les Allemands ont de nouveaux armements. Dans tous les domaines, les Alliés ont de nouveaux armements aussi. La course aurait continué. Les Allemands n'ont pas créé de révolution. Et tu mets les missiles alors? Oui, le V2. V1, V2. Et oui, le V1, on peut dire que c'est le premier missile de croisière, parce que. Et le V2, c'est le vrai missile. C'est le vrai missile. Il a 360. Le V2, c'est l'ouverture vers l'espace. Oui. Parce que quand il est tiré verticalement, il va dans la zone spatiale. Et d'ailleurs, von Braun travaillait à l'origine sur des projets plutôt vers l'espace. Ça remplace le bombardier. Et maintenant, si vous dites, je prends le V2, donc j'avais dit un avion, une bombe,
Je prends l'avion, on peut encore l'abattre. Si je prends un missile et la même bombe dedans, eh ben, j'ai le monde tel qu'on le connaît maintenant. Donc on passe. Donc réellement, en 1945, tout ce qu'on a fait depuis 14, où on a vu que c'est une continuité d'un développement, et ben là on arrive avec de nouveaux éléments qui changent, nouvelle donne complète. Et pour finir, je dirais, la guerre électronique, je le mets dedans aussi, il faut le rajouter. Oui. C'est la chance de la France. Ça peut paraître bizarre, mais s'il n'y avait pas eu ce changement, en fait, ça remet quasiment les pendules à zéro. Et la France, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher des ingénieurs allemands, mais comme les Russes, comme les Américains, comme les Anglais, elle va les récupérer dans les camps de prisonniers. On a été piqué des ingénieurs dans les camps de prisonniers anglais pour faire nos réacteurs. Non. Si, bien sûr. Bah, bien sûr, c'est de bonne guerre. Et on a repris, c'est-à-dire qu'on a créé des instituts où vous aviez des ingénieurs allemands, et jusqu'à récemment, dans certaines entreprises, etc. Récemment, c'était il y a une vingtaine d'années, vous aviez, arrivant à la retraite, les ingénieurs allemands qui avaient travaillé sur certains projets qui étaient devenus français. Et les premiers réacteurs de Mirage sont des développements issus des travaux allemands sur les réacteurs. Wow. Les premiers missiles anti-chars SS-11 de l'armée française sont des développements de travaux allemands sur les premiers missiles anti-chars, etc. Mais tout le monde l'a fait. Ouais. Et je rappelle que pour ceux qui ont vu l'étoffe des héros, à un moment, heureusement que Werner von Braun était là pour la NASA, parce qu'à part faire exploser des fusées au sol, ils étaient mal barrés. Bon, avec le temps, ils y seraient arrivés, mais bon, comme ça a commencé à coûter cher, et qu'en plus ils avaient des objectifs calendaires, ils se sont dit on va aller le rechercher, mais au début ils l'avaient pris pour pas qu'il serve, mais ils ne voulaient pas s'en servir. Parce que von Braun aussi, c'est pas rien. C'est pas rien, mais il y a aussi ne pas oublier que le développement du V2 s'est fait dans des usines où travaillaient des prisonniers de camps de concentration qui sont morts par centaines, notamment à dans Dora, ces usines Dora. Donc voilà. Mais donc 1945, nouvelle donne. C'est ce qu'on verra dans le troisième. Exact. Troisième et dernier chapitre. Exact. Cette puissance aérienne, comment se déploie-t-elle avec cette nouvelle donne? Quels en sont les nouveaux avantages, moyens de pression, politiques, diplomatiques, de déploiement réellement militaire, opérationnel? Tout ça, ça sera dans la troisième émission. Mais, cela étant, si vous voulez en savoir un petit peu plus, de façon cultivée, en termes de films, jeux, lecture, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On va être assez direct. Oui. Alors voilà, film, Torah, reviens quand même, reviens. Torah. Donc, le Tigre, qui voilà. Est le nom de code pour lancer l'opération contre Pearl Harbor. C'est un film qui est très bien, avec ses défauts, c'est un film ancien, mais qui a moins de défauts que le film Pearl Harbor. Disons parce qu'il y a certains avions, c'est les vrais. On ne présente pas des frégates de dernier type pour montrer les cibles à Pearl Harbor. Et puis on fait l'économie de l'histoire doucereuse des amours, des pilotes. Et tout ça, donc c'est très bien fait, c'est un peu ancien et c'est fait avec les Japonais. Ensuite, la bataille d'Angleterre, film à la gloire de la RAF. Très bien fait aussi pour une raison, c'est qu'il y a plein d'avions qui étaient des vrais avions. Alors par contre, heureusement que les Espagnols étaient du côté, avaient des relations privilégiées, les Espagnols de Franco avec le Troisième Reich. Ça a permis d'avoir des Heinkel 111 qui étaient des Heinkel 111 d'époque espagnols. Ah oui, d'accord. Et des Messerschmitt 109 qui étaient espagnols. Alors petite histoire, les Messerschmitt 109 que vous voyez dans la bataille d'Angleterre sont la version espagnole et est équipé du Rolls-Royce Merlin qui est équipé normalement le Spitfire. C'est pour ça que le bloc moteur n'est pas de la même forme et c'est exactement le même type d'avion qui a été employé pour le film Dunkerque. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence par rapport au vrai. Catch 22, donc là c'est si vous voulez avoir MASH version Seconde Guerre mondiale, c'est un peu ça. Donc c'est sur un groupe de bombardement léger américain en Méditerranée. C'est très antimilitariste, c'est tout ce qu'il faut, mais il faut le voir. Là, je vous laisse découvrir. Je vous dis, si vous avez vu MASH, vous aimerez Catch 22. D'accord. Midway, alors ça a été un des premiers films, c'est début des années 80, avec des effets sonores dans les salles. C'est-à-dire que le fauteuil tremblait quand ça explosait. Donc c'est très bien fait. Ça utilise quelquefois à mauvais escient, mais c'est pas grave, des films d'archives colorisés.
Ah ouais. mais c'est très bien fait. En ça explique- intégré Ouais, en intégré. Ah oui, d'accord. Mais sinon, c'est bien fait, c'est un beau film d'ensemble, à nouveau assez respectueux des... Bon, c'est Des faits. américain, donc bien sûr, ne pas oublier que les Américains ont des moyens que chacun de leurs adversaires n'avait pas, et arrêter de croire que les Américains sont toujours battus en étant totalement désavantagés par les Allemands et Japonais. Hmm. Il savait faire quand même. Ouais. Ah, il savait faire. Sur les livres, nous avons encore Patrick Facon qui a développé un livre très intéressant, une étude complète sur le bombardement stratégique. Donc là, après, ça, c'est les avis de chacun des historiens, etc. Mais je pense que pour avoir une idée, il faut Lire un peu tout. lire un peu tout. D'accord. Donc, bombardement stratégique qui est réellement une histoire des concepts et de l'utilisation. Sous les bombes, bah, c'est comment on voit ça qu'on est en dessous, l'effet sur les sociétés, etc. Donc, c'est pas inintéressant de voir justement ce que disait Guillaume. Oui, c'est ça. On attend, L'application réelle ou on pas attend un effet. Est-ce c'est qu'on celui l'obtient, est-ce qu'on l'obtient et est-ce qu'on obtient réellement l'effet choisi? Peut-être pas. Donc, c'est intéressant. Alors, Foudre, ouais, Foudre et vas-y. Dévastation, c'est donc un livre, un ouvrage québécois qui va parler justement notamment de la campagne stratégique anglo-américaine sur l'Allemagne, donc 1943-1945, et qui va vraiment rentrer dans les détails de cette organisation, des buts de guerre, des résultats obtenus. C'est un livre c'est un peu un livre d'une nouvelle histoire, c'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a pas seulement les faits, on vous montre aussi un peu ce que c'est qu'en effet le bombardement sur Hambourg en 43, lorsque vous avez les gens littéralement qui fondent comme de la cire, parce qu'ils sont pris dans les tornades de feu. Alors on a beau se dire, ah oui, ce sont tous des vilains nazis, oui, ça remet aussi en compte justement quel est le rôle de chacun dans la société, on va dire allemande à cette époque, et est-ce que justement cette fin justifie les moyens. C'est là où on en revient sur le débat moral qu'on va retrouver aujourd'hui, qui consiste à dire le méchant, les frappes ciblées, le zéro mort, le missile, etc., et les pertes sur les populations autochtones, qui pourraient d'ailleurs tout à fait être complaisantes avec ceux qu'on cherche à détruire. Là, et c'est vrai que cet ouvrage-là, moi je trouve que pour ceux que ça intéresse, notamment par rapport à des wargames qu'on pourra présenter, c'est une lecture qui est absolument incontournable de cette partie de la Seconde Guerre mondiale, les bombardements stratégiques sur l'Allemagne. On aurait pu avoir la même chose sans doute sur le Japon, parce que les Japonais ont subi exactement la même chose. Ce qui est intéressant en revanche, j'en reviens, c'est que la conclusion, c'est que l'Allemagne n'a pas craqué. Et il n'y a pas eu le mouvement de révolte, parce qu'on attendait ça aussi de la part de la population, pour mettre à bas l'État nazi, qui était quand même un État relativement policier, très bien structuré. On pouvait pas non plus, il ne fallait pas imaginer qu'on pouvait sortir dans la rue pour aller dire stop, non à la guerre. On partait justement dans un camp immédiatement. Alors la guerre aérienne, de la même façon, c'est un essai de présentation, un des essais disponibles de présentation sur l'ensemble de la guerre aérienne dans la version soit 39-45, soit 33-45. Ça dépend à quel moment on le fait débuter, mais ça permet d'avoir une vision globale. Ça, justement, je vous ai parlé de William Sherman, l'Américain qui n'est pas Tecumseh. Eh bien, c'est un ouvrage sur la pensée stratégique et la pensée sur la puissance aérienne. C'est toujours édité? Là, c'est un livre sur la pensée. Ah, d'accord, ok. Mais sinon, le livre lui-même de Sherman, on le trouve en PDF sur les sites américains. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, le gouvernement du ciel, c'est un essai particulièrement remarquable, donc d'un étudiant en fait qui est devenu aussi professeur de thèse allemand, mais qui a fait ses études en France, sur justement la prédominance de l'arme aérienne à des fins politiques. Donc il a cette approche un petit peu clausewittienne de savoir si finalement l'utilisation de cette arme qui va devenir une armée peut avoir des buts, peut atteindre des buts politiques. Et il fait une étude que moi j'ai jugée absolument brillante du début, là on en parlait, de la première utilisation par les Italiens en Libye, ça fait partie de leur colonie, jusqu'à en fait aujourd'hui, c'est très contemporain, et il passe en revue justement tous les grands moments de l'histoire dans les conflits et à travers en effet l'utilisation de cette arme aérienne.
moi je vous encourage à le lire. Si vous voulez un peu mieux comprendre l'actualité, notamment sur les derniers événements en Syrie, vous allez retrouver des choses particulièrement pertinentes dans cet ouvrage, et notamment sur la manière dont on utilise au niveau politique, alors on l'a vu, hein, soft power, démonstration de force, air control, par justement les différentes nations, sachant qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de monde qui est susceptible d'utiliser cette force aérienne. Hein. Il n'y a plus que l'Europe, maintenant il y a la Chine, il y a l'Inde, enfin il y a d'autres grandes puissances qui l'ont, et on ne parle même pas de l'arme nucléaire, hein, puisque le Pakistan là, l'Afrique du Sud là, Israël évidemment, donc c'est vraiment un ouvrage passionnant. Donc on a Pierre Klosterman, bon je le conseille, c'est Le Grand Cirque, c'est le livre de base si vous voulez lire des mémoires bien écrits d'un pilote de chasse qui est le premier pilote de chasse de France, c'est ce qu'on disait de lui, entre 29 et 33 victoires pendant la Seconde Guerre mondiale. Lisez Pierre Klosterman, et en plus c'est une version revue qui est vraiment complète de son ouvrage Le Grand Cirque. Alors simplement, je voulais rajouter deux choses. Si vous, à nouveau, vous allez dans les librairies, vous avez du livre ancien, vous avez pléthore aussi, qui sont difficiles à trouver maintenant, mais de mémoires de pilotes américains, japonais, etc., qu'on trouve dans des vieilles collections du J'ai lu leurs aventures, livre bleu sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Vous les trouvez, souvent ça ne se vend pas cher, prenez-les, c'est bien. Deuxième chose, dans la présentation qu'on vient de faire, on n'a pas parlé de l'appui au sol. On n'a pas parlé de ce genre de choses, on n'avait pas le temps, déjà on a dépassé. Mais c'est toujours présent, c'est-à-dire l'appui au sol, c'est fondamental aussi. C'est toujours présent. Sur le front de l'Est où on en fait beaucoup, le Stuka il continue, les tempestes ils tirent sur le sol, et les mouvements de l'armée allemande en Normandie sont absolument peut-être pas autant détruits qu'on le dit, surtout pour les chars, mais ça a un effet moral, ça a un effet physique, et aussi on prépare le terrain en détruisant les communications, voies de chemin de fer, ponts, etc. On n'a pas eu le temps d'en parler, on est resté vraiment au niveau supérieur aérien, mais c'est présent, on ne l'a pas oublié, on n'avait pas le temps de le traiter, mais c'est un point fondamental. En termes de jeu. Alors les jeux, eh bien écoutez, en termes de jeu, on va vous présenter la suite de Wings of War, donc oui. le Wings of War de la Seconde Guerre mondiale, celui voilà, celui qui avait utilisait en fait le succès du premier. Bah oui. Voilà, donc alors, toujours plutôt le côté figurine, jeu tout à fait facile d'accès. Avec un corpus de règles qui a évolué, parce que forcément les avions vont plus vite, les capacités. Voilà. Et en plusieurs niveaux, vous pouvez y jouer avec les plus jeunes, et vous pouvez aller un peu plus loin dans la simulation en utilisant les règles d'altitude, etc., etc. Bref, donc ça existe toujours. Ah tiens, t'as les scènes de gloire. En parlant tiens, de... tu viens de retrouver un bouquin, toi. Oui, non, mais en parlant de... Pierre Razou qu'on a reçu. Voilà, exactement. Donc Pierre Razou qui est passionné d'aviation, au-delà de sa connaissance du Moyen-Orient, a écrit cet ouvrage assez récent, Ciel de gloire, qui parle justement de combats aériens. Donc là, on est vraiment dans des combats tactiques, mais qui embrassent l'ensemble de la période, de 1914 jusqu'à même des combats hypothétiques à la fin entre rafales indiens et aéronefs chinois, où là vous verrez que ça n'a plus du tout rien à voir, on en parlera dans la troisième émission, là on se tire à coups de missile à plus de 100 km de distance, et c'est une sorte d'épopée à la gloire justement des pilotes de chasse, donc une vingtaine on va dire presque de nouvelles, donc Pierre Razou, Ciel de gloire, donc ça, voilà, c'est assez récent. Voilà. Un petit plus. Alors après, je vous ai trouvé justement la fameuse perle, celle que vous ne verrez que aujourd'hui, et ça valait le coup d'assister à cette émission rien que pour ça. Un jeu absolument, on va dire incroyable, parce que déjà il a survécu. C'est la bataille d'Angleterre vue donc par un éditeur de jeux allemand, fabriqué en Allemagne en 1941. Ah oui, là on ne se trompe pas. En 1941. Oui, c'est un exemplaire quasi unique. C'est écrit dessus, c'est sûr, c'est voilà. T'as retrouvé ça comment? Non, je ne donnerai pas mes sources. Il a couché. Ouais. Et là, vous avez en effet les deux camps. Alors, ça ressemble presque au stratégo. On part de chaque côté. Et vous avez surtout, regardez, les pions. On se croirait dans un jeu presque moderne. Alors, vous avez les petits avions en plastique qui représentent en fait les chasseurs, les bombardiers. Vous avez de la DCA, des bateaux. Vous avez du pion et du dé. Et c'est un jeu de société. Donc, 41. Voilà, qui était à la gloire. De musée. Tout à fait, qui est à la gloire en fait de la Luftwaffe. Donc comme quoi, en effet, je pense que là, on est vraiment dans le cadre de l'utilisation politique d'un objet suite, en effet, après, pendant le Blitz ou à la fin du Blitz.
Alors ensuite, je vais montrer. On sent qu'il y en a un peu plus hein, quand même. Hein, Oui, il y en a un petit peu plus. Et alors, il y a GMT qui a sorti la série des Wing Leaders. Wing Leader, c'est une approche assez originale en fait des combats aériens. Qui était, alors ça c'est les règles françaises traduites par en effet Par toi? un passionné, non pas du tout, par un passionné, ça se trouve sur Stratégicon, il y a eu gros travail pour aider la communauté. Et là en fait la particularité de ce jeu c'est que les avions ne sont pas vus sur des hexagones, ils sont vus en fait par niveau d'altitude. D'accord. Donc vous avez une vue non pas du dessus mais vous avez une vue en fait de profil. Et vous pouvez remplir à peu près tout type de mission et vous gérez notamment des escadrilles avec un côté évidemment assez contraignant parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec un avion, surtout lorsqu'il vole de manière groupée. Et c'est une nouvelle approche, on va dire, ludique du combat aérien avec des missions à remplir, comme par exemple pour les Américains d'aller couler des bateaux dans le Pacifique ou évidemment d'aller faire des bombardements au sol pour les Allemands. Mais c'est assez intéressant, ça reste en fait après un jeu qui est quand même un petit peu technique. Tu m'étonnes, 50 pages de règles. Oh, oui, non, mais il y a plein de scénarios. Bien. Après, vous avez un certain nombre en effet d'avions qui sont présentés. Et vous avez surtout une série, c'est-à-dire que si vous investissez du temps dans ce jeu, on en est au 3e ou 4e boîte. Mais donc c'est CGMT qui, l'un des principaux éditeurs de jeux de simulation, qui s'est lancé donc dans cette série Wing Leader. À savoir que les Français seront présents un jour dans la série. Dans l'aviation. Dans la série, voilà. Alors, je continue, mais c'était pour montrer aussi un peu ce qui s'était fait. Ça, c'est donc une petite maison d'édition, Kyber Pass. Là, on est sur un jeu en solitaire. En fait, c'est les bombardements justement sur le Japon. Voilà, ça, c'est ce qu'il nous faut. Vous êtes à la tête en fait de votre B-29 et vous devez remplir une mission. Et vous avez évidemment un certain nombre de choses qui se produisent, dont les accidents techniques, parce que ça peut arriver, ou évidemment les attaques d'avions japonais, la DCA. Et vous devez remplir votre mission d'aller bombarder justement le Japon. Donc ça, c'était quelque chose qui reprenait évidemment une réalité du terrain de la fin de la guerre, puisque de toute façon, il n'y avait plus d'opposition. Mais c'est pour montrer à peu près le type de jeu auquel on peut être confronté. Ensuite, on va avoir par exemple aussi un classique, un grand classique qui est le Down in Flames d'Anversen. Et là, on va jouer en fait ces avions à l'aide de cartes. Donc, ce sont des cartes à jouer qui vont nous permettre en fait de faire évoluer son avion et de jouer en fait en confrontation. Donc, c'est une autre manière, là encore, ludique de présenter les combats aériens. On a vu la figurine, on voit les pions. Maintenant, voilà, on voit les cartes. Je poursuis après sur un jeu qui est un jeu de stratégie. Qui était en fait le vieux Battle over Britain, mais qui pour le coup lui représente la campagne de la bataille d'Angleterre. Alors un jeu très très long, ce sont des dizaines d'heures de jeu. Vous avez toute la carte de l'Angleterre, vous allez jouer en fait chaque escadron, vous allez devoir planifier, vous avez justement le rôle du radar qui est essentiel pour l'anglais et vous avez évidemment toute la question gestion de vos ressources. Et c'est pour ça que c'est une campagne qui est passionnante. Maintenant, vous en ferez sans doute une dans votre vie. On sent que ça va être drôle, tu sais, rien qu'à la mise en page. Oui, mais ça, c'était pour vous montrer encore certains jeux se sont attachés en effet aux vraies campagnes tout à fait stratégiques, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Et celui-ci fait date, donc vous pouvez encore le trouver d'occasion. C'est ce type de jeu qui avait été aussi publié. Et puis enfin, je terminerai un peu plus récent. Avec un peu plus récemment deux types de jeux, mais qui parlent du même sujet. Alors, chez GMT, Bomber Command et chez en fait Pilot Games, une société allemande, Duel in the Dark. Et ce sont deux jeux qui ont été publiés en fait justement sur les bombardements alliés sur l'Allemagne, qui ne se présentent pas du tout de la même manière. Avec Bomber Command, on a vraiment un gros jeu de planification sérieux et relativement complexe en effet de la gestion des bombardements en fait américains, alliés sur l'Allemagne. Un bon GMT. Et avec Duel in the Dark, en fait, un des premiers vrais Warto, en effet, dans notre acception aujourd'hui, puisque là encore, vous devez planifier vos bombardements avec des petites silhouettes, avec des conditions météo, et ensuite, une fois que vos bombardiers sont partis, ils vont atteindre leur cible, donc évidemment les villes allemandes, et l'Allemand doit, par un effet mécanique, préparer sa défense avec un petit jeu du chat et de la souris, et tenter en fait de repousser les bombardements
bombardier, puisque le décompte de points va se faire en effet sur l'efficacité du bombardement en fonction des rencontres qui vont être effectuées. Alors évidemment, ça, ce sont des sujets qui sont un peu plus particuliers, mais comme le B-29. Mais c'est la manière, ce que je voulais, c'était montrer un petit peu la manière dont la Seconde Guerre mondiale avait été abordée de manière différente, sachant que c'est quand même, je le répète, un sujet qui est relativement complexe au niveau du ludique, parce que comment aborder de toute façon un outil, on va dire technique ou technologique aussi compliqué pour en avoir après des sensations en termes de jeu. Alors là, il y a eu un certain nombre de tentatives qui ont été effectuées par les auteurs. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième période. Nous sommes partis de 1919, on arrive à 1945. La donne change complètement, en tout cas dans ce qui est l'objet de cet alinéa en 3 parties. Après avoir vu les bases dans la première émission, on voit ce développement et là, point d'arrêt, nous allons passer dans la 3e partie avec Patrick, que je n'aurai de cesse de remercier, et Guillaume de nous l'avoir présenté. Dans la dernière partie, disais-je, c'est-à-dire le moment où, ces cartes ayant été redistribuées, on remet presque les pendules à zéro. Comment est-ce que de nos jours, et depuis 1945, on va dire 45-46, comment les choses vont avoir évolué, quel va en être maintenant l'impact politique, la puissance militaire? Est-ce que le ciel garde encore sa prédominance ou ce lien entre toutes les armées? Nous verrons ça dans le 3e alinéa. À tout de suite. Et amateurs des musiques des années 80, ne quittez pas, nous avons pensé à vous. Un agent va vous répondre.